Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les pages du milieu. Alors comme d'habitude, je suis accompagné de mes deux compatriotes, mes deux comparses, Monsieur Cyril, bonjour. Bonjour à tous. Et Monsieur Julien, bonjour. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Alors, mais je sais pas à quel moment nous sommes ici, mais nous sommes en 2032. 2032, en août, c'est ça. Je suppose qu'il fait probablement très chaud, car pour nous, c'est le cas. En tout cas, c'est avec un peu d'amertume que nous avons fini le mois passé le Quenta Silmarion, à proprement parler, passant en revue tout ce premier âge passionnant, depuis le massacre fratricide et l'exil des Noldor, et leur bannissement par les Valar, jusqu'aux chutes de grands royaumes comme le Doriath ou Gondolin, que nous avons suivis pendant de nombreux chapitres, en passant par les incroyables histoires de Húrin, de Túrin, son fils, et de Beren et Lúthien, et j'en passe. Tant d'histoires que nous connaissions plus ou moins, mais qui désormais n'ont plus de secret pour nous. Et même si j'ai un sentiment étrange de déjà quitter cet âge, laissant derrière nous tant de personnages illustres, ainsi que le Beleriand, un continent entier, réjouissons-nous de retrouver d'autres aventures, lieux et héros, nous rapprochant petit à petit d'ailleurs de camarades bien connus du Troisième Âge. Tu parles de Troisième Âge, tu parles d'un continent entier, on parle de mon grand-père en fait. Mon Dieu. Ça commence sur les chapeaux de roue. Une balle perdue, ça y est. Mais avant ça, voici donc l'histoire de la chute de Numénor, la plus grande des îles que les hommes aient jamais connues, et du peuple des Dunedains, à la fois béni et maudit. Dans les jours anciens du Deuxième Âge, alors que les Valar veillent encore depuis Valinor, au-delà des mers, les hommes d'Elros prospèrent, sages, forts et justes, honorant les puissances et gardant vivants les dons de leur lignée. Mais avec le temps vint l'orgueil, et de l'orgueil naquit l'envie, puis la peur de la mort, dont refuser des roues. Ainsi, leur cœur se détourne de l'ouest et la lumière se fait de plus en plus faible en Numénor. Les plus nobles tombent sous l'influence de sombres conseils. Parmi eux s'élève un roi, Ar-Pharazôn, le Doré, dont la grandeur dépasse celle de tous ses prédécesseurs, mais dont la soif de pouvoir n'a d'égal que sa folie. C'est là que commence donc le récit amer de Akallabeth, le trébuchement en langue adunaïque. Donc la chronique d'un peuple glorieux qui défie les dieux et d'un royaume englouti par la mer. Un avertissement pour les rois orgueilleux et un souvenir pour ceux qui chérissent encore les vestiges du monde d'avant. Tu as déjà tout dit, on pourrait s'arrêter Voilà. là, c'était le résumé parfait Mais de écoute, ce chapitre qui Mais va bientôt finir le Silmarillion. On a eu la dramaturgie de cet épisode, on a eu le sens profond, la philosophie, on a eu quelques détails. c'était un de plaisir en personnages. tout cas de vous avoir avec nous. N'hésitez pas de nous suivre sur toutes les plateformes, mais si vous voulez nous soutenir sur Tipeee, et on vous retrouve dans un mois. Merci beaucoup. Non, mais Mais merci ouais. en tout cas pour cette intro. C'est vrai que là aujourd'hui, les amis, déjà on s'approche de la fin de cette saison du Silmarillion. Déjà, et c'est une chose, c'est l'avant-dernier épisode. Alors franchement. Quand FX disait qu'on ne savait pas quand il sortait, j'avoue que je suis un peu avec lui, avec cette pause estivale. En fait, on a tourné des épisodes à l'avance. On ne vous dit pas la date qu'il est, mais il fait très chaud au moment où on tourne ça. Si vous êtes sur YouTube, vous voyez nos visages sointants. C'est vrai que je ne sais pas du tout quand est-ce que vous allez écouter ça. À partir Mais, de fin septembre celui-ci. Mais donc, On saurait faire à notre gérant, Gérant d'agenda. du calendrier. Mais donc, pour nous, en fait, il ne restera qu'un à tourner après et on s'approche déjà beaucoup plus vite de la fin que vous, chers auditeurs Alors, et c'est- auditrices. Mon introduction était déjà douce amère d'avoir quitté le Quenta Silmarillion, mais oui, en plus de... Nous arrivons à la fin du livre en tant que tel, et mais l'amertume se fait ressentir d'autant plus. Merci Cyril, j'ai envie de pleurer maintenant. Mais c'est des chapitres qui vont aller plus vite parce qu'on va rentrer moins dans les détails. On sent que c'est en fait des histoires qui ne concernent plus les elfes directement. Mhm. Et quand on sait que le Silmarillion est écrit par des elfes, Ça les intéresse Un coup. moins les histoires autres que celles de leur peuple. voilà, ça devient plus succinct. Tu peux égocentré ceux-là, mais bon. On va essayer quand même de vous apporter des infos essentielles. Mais c'est pas grave, au plus vite on finit le Silmarillion, au plus vite on peut réaliser mon rêve qui est de recommencer les 3 livres du Seigneur des Anneaux, donc voilà. Fix n'arrête pas de nous en parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le en Je pensais commentaire. que ton rêve c'était de réaliser la vraie histoire de Numénor en série pour contrecarrer celle qui pouvait déjà J'ai exister. beaucoup de rêves, mais... Ça me fait Voilà. penser que j'ai vu un commentaire sur YouTube de quelqu'un qui disait qu'il venait de découvrir l'épisode, enfin le podcast sur YouTube et qu'il s'était lancé dans l'aventure qu'il adorait. Et quelqu'un d'autre qui avait commenté en disant mince, t'as trop de chance, j'aimerais trop pouvoir m'effacer la mémoire et recommencer. c'est super. Meilleur donc, compliment. tu vois. Après, on FX, peut avoir il y en ça a même d'autres avec qui des ont saisi. projets de piètre qualité. Moi, parfois, j'aimerais effacer ma mémoire et oublier ce que j'ai vu de la série Amazon pour ne plus jamais la recommencer. Ouais, c'est ça. Je ne l'ai pas encore vu moi, mais je vous promets d'un jour la regarder, car nous avons quelques projets en tête par rapport à la série, en tout cas
potentiellement le fait d'en parler Oui, une fois ça, on en de manière un petit peu plus sérieuse que juste entre deux blagues. C'est noté, FX a promis qu'il essayerait de la regarder. Ouais, les gars, moi je retiens J'essaierai, ça hein, tout je le ne m'engage à rien, j'ai dit que j'essaierai. Nous avons la preuve en vidéo. Non mais oui, non mais c'est vrai que, bon je dis ça un peu en rigolant, mais reparcourir les livres avec les connaissances du Silmarillion et un petit peu plus d'expérience en termes de ce qu'on fait là aujourd'hui, de podcasteur si je pourrais dire, sans vouloir vanter. me vanter trop fortement, je trouverais ça super intéressant. Mais écoute, on aura l'occasion de faire probablement, même certainement, le Hobbit, donc on va y retourner un peu à ce troisième âge, Ouais. à ces histoires, à ces personnages. Puis moi, le Hobbit, c'est vrai que c'est quelque chose que je l'ai pas lu beaucoup, donc ça m'intéresse aussi d'y replonger avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et peut-être que nous aurons l'occasion d'y voir des cousins éloignés de Mime, le Oui. nain. Non jamais. Depuis que nous l'avons rencontré, il m'intrigue ce Mime. Dans un grand plat au milieu d'une tablée d'elfes en train de le manger, tel un gibier. Mais en tout cas aujourd'hui on va se lancer donc dans la Calabeth, le trébuchement, et parler principalement du coup de l'île de Numénor, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'on parle aussi d'autres choses après, Julien? Je ne sais pas sur quoi ta partie portera. C'est toujours sur le même chapitre. Eh bien, voilà, Nous avons écoutez, le même chapitre découpé pour 3 personnes car l'histoire est bien que plus succincte et tout de même assez dense. Elle Il y reste a assez pas mal de dense. choses à dire. D'où le fait que je vous ai fait une petite introduction un petit peu de A à Z, mais ne vous en faites pas, il y a beaucoup plus à en dire, et bien Cyril, je propose... Que j'y aille. que Il j'y aille, rigole. si tu arrives encore à lire ta feuille. Il rigole parce que on va parler de déluge, on va parler d'inondation, et je viens de renverser absolument toute de l'eau sur mon texte qui est en train de se mouiller, donc c'est un peu dans le thème. C'était le finalement. destin, il Oui, je crois. faut croire que c'est Héroux qui a mouillé tes... Mais après, il fait Ton si texte. chaud ici que ça ne fait pas de mal de se rafraîchir un peu. Mais effectivement, je vais me lancer. C'est pour ça qu'il y a une certaine animosité envers les personnes qui ont les cheveux de couleur châtain clair. C'est toujours la faute des roues. Ça fait 10 ans qu'il me dit ça, et je ne sais toujours pas pourquoi, mais Non, oui, je c'est comprends. un petit peu ça. T'es plus Sirou FX, malheureusement. Je sais pas comment le prendre non plus, mais Bon, eh bien, les amis, allons-y. Pour plonger dans ce chapitre. alors pour commencer ce chapitre, eh bien, ça tombe bien parce que ce chapitre commence en résumant un petit peu l'histoire de la chute du Beleriand que nous vous avons conté. En fait, il y a maintenant 2 mois ou 3 mois, ou 2 mois, non, un Il y a mois. 3 en fait. mois. Il y a 3 mois. Ah non, peut-être un mois, je ne sais. Vous voyez, on est perdu dans l'agenda. Bref. Non, vous tu as avez- raison, c'était le mois dernier en C'était fait. le mois dernier dans votre timeline, mais on vous avait parlé donc de la chute du Beleriand, de la dernière bataille avec Erendil, etc. Eh bien, ce chapitre commence par un petit résumé, donc on va s'y attarder un petit peu pour se rafraîchir la mémoire. Alors, on raconte donc que chez les Eldar, les elfes, que lorsque les hommes apparaissent sur Arda, c'est au temps même où l'ombre de Morgoth s'étend déjà sur le monde. Très vite, les hommes tombent sous son emprise. Morgoth envoie parmi eux des messagers retors, et les hommes crédules ou craintifs écoutent leurs discours vénéneux. Alors ils en viennent à craindre et à vénérer les ténèbres tout à la fois. Donc ça, on revient vraiment au tout début des temps, enfin au tout début en tout cas des temps des hommes, quand les hommes sont apparus. On avait dit, un peu évoqué que c'était tombé dans les méandres des souvenirs des hommes, ils ne s'en souvenaient pas. Mais effectivement, ils avaient tout de suite été confrontés à Morgoth parce que c'était tout à l'est de la Terre du Milieu, là où les Valar n'étaient plus et où la plupart des elfes avaient migré. Et donc Morgoth avait libre cours pour les pervertir, quoi. Ce que disaient aussi les collabos à la fin de 45. Non, je ne me souviens pas du tout de ce qui s'est passé. Je n'ai aucun souvenir, je suis vraiment navré. C'est facile quand même de perdre la mémoire. Oui, c'est une belle excuse. Mais bon, on va voir que les hommes se rachètent quand même pas mal. Mais donc, ces hommes se mettent à craindre et à vénérer en même temps les ténèbres. Pourtant, certains se dressent contre ce destin funeste. Ils tournent le dos à leurs anciens foyers, attirés par des rumeurs venues de l'ouest, où brillerait une lumière que l'ombre ne saurait éteindre. Ils partent en quête de cet espoir, harcelés tout du long par les serviteurs de Morgoth, et leur pérégrination s'étire sur d'interminables années semées de larmes et de périls. Donc effectivement, ils sont cette sorte d'appel de la sainteté des Valar à l'ouest. Ces hommes finissent pourtant par atteindre les bords de la mer, entrant en Beleriand au temps même de la guerre des joyaux. La guerre des joyaux, c'est toute la guerre qui concerne les Silmarils. Les Eldar les nomment Edain, mot Sindarin pour homme. Peuple des 3 maisons, ils deviennent les alliés des elfes dans leur lutte contre le noir ennemi et accomplissent de hauts faits d'armes. Donc ça,
c'est vraiment encore un rappel. Vous vous souvenez, 3 peuples humains qui sont arrivés en Beleriand étaient appelés les Edain. Ils ont tous un peu rejoint des royaumes elfes et ils ont participé à la guerre en aidant les armées elfes avec évidemment des personnages illustres, comme on vous a conté. Edain, aidant, ça fait sens. Ouais. Quoi ? Les Edain, aidant. Ah. Oh là là. FX essaye à l'humour Van Boeken. La chaleur C'est vrai commence que à je nous devrais rester à atteindre. mon humour, ça fait plus mouche d'habitude. mais- Peut-être que tu as fait rire bon nombre d'auditeurs, qui sait. Mais donc, de leur lignée, de ces Edain, naît plusieurs générations plus tard Erendil, qu'on surnomme le Brillant ou le Béni. Erendil est un semi-elfe, fils de Tuor, un homme de la maison de Hador, et d'Idril, princesse de Gondolin. Il porte dans ses veines le sang mêlé des Edain et des Eldar. C'est un peu un mix. Lorsque la victoire de Morgoth semble acquise, Erendil bâtit son navire Vingilot, que les hommes appellent Rotinzil, et prend la mer, cherchant à joindre le Valinor. Il veut implorer les puissances au nom des elfes et des hommes, afin qu'ils aient pitié des enfants d'Iluvatar. Après d'innombrables dangers, il atteint enfin les terres immortaines. Les Valar se laissent toucher et décident d'intervenir. Alors advient la grande bataille qui renverse Morgoth et détruit son formidable bastion, le Tangorodrim. Voilà. Donc ça, ce sont les éléments résumés de tout ce qu'on a dit. Vous le savez très bien. Donc seuls les Edain, ça c'est important, parmi tous les hommes, se battent aux côtés des armées des Valar. Beaucoup d'autres hommes combattent au contraire pour Morgoth. Et à la fin, lorsque les seigneurs de l'Ouest triomphent, ces hommes mauvais fuient vers l'Est. Là-bas, ils rejoignent d'autres tribus humaines qui vivent encore dans les sauvageries et sans loi, indifférentes aux Valar comme à Morgoth. Les fugitifs corrompus se mêlent à eux, et bientôt ces hommes mauvais se font rois, étendant une ombre de terreur sur des peuples qui n'ont rien su refuser. Donc voilà, c'est vraiment... Il faut bien retenir ça, bien comprendre que les 3 peuples, les 3 maisons qui arrivent au Beleriand pour se mêler aux elfes, ce ne sont qu'une partie des hommes. Le reste, en fait, a été corrompu pour la plupart, et donc sont devenus des serviteurs de Morgoth, comme les Orientaux. Et en fait, ils peuplent beaucoup les terres à l'est, ce qui deviendra la terre du milieu lors du Troisième Âge. Toutes ces terres-là sont en fait peuplées d'hommes qui, pas tous, mais pour la plupart, en fait, sont un peu pervertis par Morgoth. Ces 3 grandes maisons sont aussi les plus illustres et les plus respectées. Les Edain, oui, parce que c'est eux qui ont participé à la guerre contre Mhm. Morgoth, donc fatalement, Qui ont accompli les plus grands exploits. on va pas respecter ceux qui sont alliés au Seigneur Noir, évidemment. De ces 3 maisons, combien survivent Moi, j'ai pas le nombre, il y en mais... a des 3 maisons, on est d'accord ou Oui, parce qu'il y a des descendants des 3 maisons. Après, les maisons n'existent plus en tant que telles. Elles se sont fait décimer, se sont mêlées Ouais, avec ouais, Elles vont ce se qui transformer, reste. se mêler. J'indiquerai, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas sur YouTube, je vous invite à rejoindre la vidéo, car j'avais déjà partagé un petit schéma qui permet de voir en fait comment les grandes maisons des Edain notamment et d'autres vont se transformer, donner par exemple naissance au Gondor, au Rohirrim et d'autres peuples, pour voir Ouais. un peu d'où viennent ces ancêtres. Il y a des croisements qui se font et des lentes évolutions. Il faut savoir que les Edain, et même déjà lors de la guerre, la dernière guerre, la grande guerre de la colère, donc vraiment celle qui va mettre fin en Beleriand, lors de l'histoire de Túrin Turambar, les enfants de Húrin, etc., les maisons sont déjà en périclitation totale. Et par exemple, Túrin, je l'avais pas dit le mois dernier, mais Túrin, c'est un exemple de mix total parce que lui... non, même pas Túrin, excuse-moi, Tuor, celui qui va aller à Gondolin, qui va épouser Idril et donc donner naissance à Erendil. Tuor, c'est un mix parfait. Il a des ancêtres des 3 maisons. Mhm. Il a des ancêtres des Aladin, de la maison de Béor et la maison de Hador. Donc voilà, déjà à ce moment-là, il y a beaucoup de liens entre eux. Les maisons sont plus aussi distinctes qu'à l'origine, quoi. Est-ce que ça te dirait de passer rapidement un petit... Parce que je nous ai trouvé ici les arbres généalogiques, en fait, tout simplement, des 3 maisons dans le Silmarillion, en fait, qui expliquent un petit peu plus. Voilà, pour en faire un rapide... On va pas les lire, hein, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je sais pas, voilà, par exemple, c'est les 3 maisons. Donc on a la maison de Béor, c'est ça, la maison de Béor, oui, la maison de Halet et la maison de Hador. C'est ça. Donc, Béor va tout simplement avoir une descendance en passant par Dior, Elwing, etc., comme on l'a vu dans le dernier épisode, jusqu'à Elrond et Elros, demi-elfes eux aussi, hein, mais voilà. Et on a les autres maisons. La maison de Hador qui part de Marak, puis Hador, et on arrive à Erendil. Et donc Hador. à Elrond et Elros aussi. Ouais, voilà. Et le peuple de Halet qu'on a vu plus succinctement, je pense qu'ils se sont un peu plus faits avec Plus vite Almir, décimés. Aldir, Húrin et Huor aussi. Et puis Brandir l'infirme, mais il semblerait que cette maison est du coup
finie. Est-ce qu'il y a... Parce qu'après Húrin, Túrin... Mais en fait, elle du existe côté de encore Uor. du côté d'Elrond et Elros. En fait, vu que Tuor, comme je l'ai dit, est un parfait mix de Ouais. ces trois maisons, bah lui, il va donner naissance à Erendil, qui va donner naissance à Elrond et Elros. Et donc, en Elrond et Elros s'incarne la descendance des trois maisons, plus la descendance des elfes, plus la descendance des Maillards, en la personne de Méliane, la femme de Thingol du Doriath, qui est en fait une déesse. Et donc, dans Elrond et Elros, il y a du sang divin, elfique et humain des trois maisons Edain. Donc, pour vous dire à quel point ils ont une descendance, des ancêtres qui en jettent, quoi. Voilà. D'où Aragorn un peu cheaté, quoi. Oui, même si c'est des années Bien plus tard. plus tard, mais... Donc, je reviens donc à ces peuples humains qui commencent à se faire rois. Je parle pas d'Aedain, mais ceux qui ont été pervertis par Morgoth et qui vivent à l'est. Ils se commencent à se faire rois, à essayer, évidemment, à dominer la terre là où ils vivent. Et voyant cela, les Valar, les dieux, détournent pour un temps leur sollicitude des hommes et de la terre du milieu, qui continuent de subir le triste héritage laissé par Morgoth, dragons, démons, bêtes monstrueuses et orques impurs, créés en dérision des enfants d'Ilúvatar, qui hantent encore leur contrée. Morgoth, lui, vous vous souvenez, il est précipité hors du monde, enfermé dans le vide extérieur par Manwë, mais son venin demeure, car les semences de sa malice croissent toujours dans les cœurs, et ses serviteurs agissent encore, opposant leur volonté à celle des Valar. Alors, les seigneurs de l'Ouest, les dieux, tiennent conseil pour décider du destin des âges à venir. Ils invitent les Eldar, survivants, à revenir au-delà de la mer, et beaucoup s'installent sur Tol Eressëa, l'île solitaire. Donc ça, vous vous souvenez, Tol Eressëa, c'est l'île qui est au large de la Valinor, mais qui en gros bénéficie quand même des avantages de la terre immortelle de par la lumière qui passe de la chaîne de montagne, mais qui n'est pas totalement dans le pays béni. C'est là où, par exemple, Frodon vivra avec Bilbon à la fin de la guerre de l'anneau. Quant aux Edain, fidèles et vaillants, ils reçoivent une récompense sans égale. Là, c'est ça ce qui va nous intéresser. Et Onwë, le héros de Manwë, vient à eux, leur dispense sagesse et enseignement et leur offre des vies plus longues que celles de tout autre mortel. Les Valar créent pour eux une terre nouvelle qui n'est ni la terre du milieu, ni Valinor, mais s'élève entre les deux sur l'océan. Tiens, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, Ossé fait surgir cette île des flots et Olé l'enracine. Yavanna la part de richesse et les Eldar y apportent fleurs et fontaines. Et ce pays est nommé dans un premier temps par les elfes Andor, le pays du don. Pour guider les Edain, l'étoile d'Erendil resplendit plus vivement que jamais dans l'ouest, alors ils prennent la mer, portés par des vents doux et une mer étincelante sous le soleil. À la proue, l'écume s'envole comme neige et Rotinzil brille encore au matin dans un ciel pur, solitaire, car toutes les autres étoiles semblent s'incliner devant lui. Rotinzil, c'est le nom humain pour désigner l'étoile d'Erendil. Enfin, après de longues lieues, les Edain aperçoivent les rivages dorés d'Andor. Ils débarquent, remplis de joie, et nomment leur terre Elena, vers l'étoile, mais aussi Anadune, en adunaïque, la langue qu'ils façonneront, et Númenore, en haut eldarin, l'occidental. Là commence l'histoire des Dúnedain, les Numénoréens, rois parmi les hommes. Leur vie est longue, exempte de maladies, et ils grandissent en sagesse et en éclat. Leurs traits sont nobles, leurs yeux brillent comme des étoiles claires. Pourtant, leur nombre croît lentement, car bien qu'ils enfantent des fils et des filles plus beaux encore qu'eux-mêmes, eh bien ils sont peu nombreux. Au corps de Númenor s'élève le Meneltarma, le pilier des cieux, une montagne sacrée dont le sommet est un lieu ouvert, dédié à Eru Ilúvatar, sans toit ni muraille. Il n'existe aucun autre temple ni sanctuaire sur l'île, tant est pure leur vénération. Sur ses flancs reposent les tombeaux des rois. Non loin se dresse Armanelos, la plus splendide des cités, ornée d'une tour et d'une citadelle érigée par Elros. Alors voilà, donc ça c'est une brève description de Númenor, de cette île. Donc à retenir, ça c'est inédit dans tout l'univers de Tolkien, c'est qu'il y a un temple qui est destiné à Dieu, à Eru Ilúvatar, et ça n'arrivera plus jamais. C'est la seule occurrence qu'on a d'un lieu de culte à proprement parler. Alors c'est vrai que il y a dans les châteaux qu'il y aura plus tard au Gondor, etc., il y aura des salles un peu plus sacrées que d'autres, avec évidemment l'arbre blanc qui sera toujours une sorte de symbole sacré, mais il n'y aura pas vraiment de lieu de culte, de temple, de lieu de prière à proprement parler. Et là, il y en a un pour Eru.
Ce serait vraiment dommage que ce seul endroit de culte soit corrompu à partir d'un certain moment dans l'histoire. Ce serait vraiment bête. Ce serait la seule et unique raison pour qu'on ne voit plus jamais de lieu de culte dans l'œuvre de Tolkien par la suite. Ouais, c'est vrai. Mais peu probable que ça arrive. Peu probable. Après, il s'appelle comment le chapitre? C'est La chute de Numénor, c'est ça? Ouais, tiens. Bon, ça pourrait passer. Peut-être un pur hasard, je ne sais pas. Je sais pas, dans ma partie, je parle pas de chute, en tout cas. Non, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant. On avait déjà abordé ce sujet de la religion, à proprement parler vraiment de l'institution religieuse dans l'univers de Tolkien. Et c'est vrai que, en fait, c'était quelque chose que volontairement il avait mis de côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion, à proprement parler, dans cet univers. Il n'y a pas de foi spécifique avec des prêtres, etc. Et la sainteté est généralement inhérente aux personnages qui sont généralement issus de lignées, comme on en parlait avec Aragorn, etc., plutôt que quelque chose qu'on va donner ou quoi par après. Quoi. Donc c'est juste, tu es d'une lignée royale, etc., tu vas émaner quelque chose. On en avait parlé en tout cas dans un charmant podcast qui traite des 3 livres du Seigneur des Anneaux, tiens. Si jamais vous avez envie d'aller écouter ça, ou réécouter. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment que la religion ne s'incarne pas dans une institution parce que le monde est religion. Les dieux sont concrets, la sainteté est concrète aussi dans le sang, dans les dons qu'elle offre. Donc c'est vraiment différent. Mais pourtant ici il y a un lieu de culte, voilà. Les années passent, et pendant que la Terre du Milieu sombre peu à peu dans l'ombre, privée de lumière et de sagesse, les Dúnedain, eux, prospèrent, protégés par les Valar et surtout leur ami, les elfes. Ils grandissent autant par l'esprit que par le corps. S'ils gardent leur langue ancestrale, leurs seigneurs et rois parlent aussi la langue des elfes, apprise au temps de leur alliance. Ils peuvent donc encore discuter avec les Eldar d'Eressëa, ou ceux qui vivent à l'ouest de la Terre du Milieu. Leurs sages, eux, apprennent même le haut Eldarin, la langue noble du royaume béni, celle qui garde la mémoire des chants et des récits depuis la création du monde. Donc voilà, ils sont vraiment en contact avec les elfes, il y a un mélange des cultures. La langue elfique est considérée comme une langue supérieure, voilà, une langue de noblesse, et donc elle est mise en valeur. Grâce à cela, ils écrivent des livres, des parchemins et des chroniques où ils consignent quantité de savoir et de merveilles, à l'âge d'or de leur royaume, des choses dont il ne reste plus aucune trace aujourd'hui. C'est aussi pourquoi, en plus de leurs noms usuels, tous les seigneurs de Numénor portent des noms elfiques, et il en va de même pour leurs cités et les beaux lieux qu'ils fondent à Numénor, sur les côtes de la Terre du Milieu. Les Dúnedain deviennent d'ailleurs des artisans remarquables au point qu'ils pourraient facilement surpasser les rois de la Terre du Milieu dans l'art de la guerre et des armes s'ils le voulaient. Mais ils sont désormais un peuple de paix, au départ du moins. Ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est construire des navires et naviguer. Aucun peuple après eux ne saura égaler leur talent de marin, surtout depuis que le monde a été changé. Pour leurs jeunes gens les plus hardis, voguer sur les vastes mers est la plus haute des aventures. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas évoqué dans ce texte-ci, mais si vous voulez l'histoire d'un roi fan de la mer de Numénor, et donc qui va vraiment être un précurseur dans la marine numénorienne, si je peux dire, vous pouvez aller voir dans les contes et légendes d'inachevés, le récit de Aldarion et de sa femme Ancalimé. Je crois que c'est ça. Sa fille Ancalimé, non, sa femme Erendis et sa fille Ancalimé. Je crois que c'est ça l'histoire. Voilà. Et Aldarion qui a une histoire magnifique dans les contes et légendes d'inachevés. J'aimerais d'ailleurs beaucoup un jour la traiter dans ce podcast, mais je ne sais pas sous quelle forme, parce que c'est vraiment une belle histoire et elle mériterait un épisode, je pense. Tu en as déjà parlé par le passé. Oui. Ouais. Mais on pourrait en faire un résumé comme on en fait maintenant. C'est vrai que c'est une belle histoire. Un épisode standalone. Exactement, pourquoi pas. pas. Parce que c'est vrai que les contes et légendes inachevés, en faire vraiment une saison, c'est compliqué. Mais des petits épisodes par-ci par-là, ça peut le faire, complètement. Mais les seigneurs du Valinor leur interdisent de naviguer donc aux Numénoriens si loin vers l'ouest qu'ils perdraient Numénor de vue. Donc ils doivent toujours garder l'île en vue. Longtemps, les Dúnedain acceptent cette limite sans trop comprendre la raison d'un tel interdit. En vérité, Manwë veut ainsi les protéger de la tentation d'aller chercher le royaume béni, d'outrepasser la part de bonheur qu'il leur est donnée et de convoiter l'immortalité des Valar et des Elfes, ou la terre où rien ne meurt jamais. À cette époque, le Valinor est encore visible au large de Numénor, car Ilúvatar permet aux Valar d'habiter ce monde, en souvenir de ce qu'il aurait dû être sans l'ombre de Morgoth. Les Numénoriens le savent bien, et parfois quand l'air est d'une transparence parfaite et que le soleil se trouve encore à l'est, il leur arrive d'apercevoir à l'horizon un rivage lointain, une ville blanche et brillante, un port et même une tour. Les Numénoriens ont la vue longue, et seuls leurs regards les plus perçants peuvent jouir de cette vision, peut-être du haut du Meneltarma ou d'un grand navire ancré aussi loin qu'il est permis d'aller, car jamais ils n'osent enfreindre l'interdit des seigneurs de l'Ouest.
qu'ils sont bien sages au départ. Là, un moment. Prosper, j'aime trop quand tu lis ce récit parce que tu as l'impression que tout va bien, que c'est un magnifique peuple sage, instruit, en lien avec les elfes, mais qui respecte les règles. Il reste des hommes, donc faillibles, et comme tous les hommes, ils ont le mal possible en eux. Mais ça dure quand même longtemps, hein, ça dure quand même plusieurs milliers d'années, je crois qu'un peu plus de 1000 ans, où ils sont quand même dans une forme de... Plus, même facilement 2000 facilement 2000 ans, ans. ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que le second âge dure quoi, 2500 ans, un truc comme ça. 3000. 3000 ans. 3019, non pas un truc genre. Enfin, soit en tout cas, oui. Après, bon, spoiler alert, il y aura des corruptions qui vont arriver. Peut-être qu'elles arrivent bien plus tôt que ça. Mais finalement, tout ce qui se passe vraiment de mal ne se passera que sur le temps de la génération d'Ar-Pharazôn, etc. Donc, Ouais, bah ça commence un peu avant, mais c'est vrai que le déclin concret, c'est sur une génération. Ouais. Les plus avisés des Numénoréens savent d'ailleurs que ce qu'ils voient n'est pas Valinor lui-même, mais Avalione, le havre des elfes sur Tol Eressëa, la plus orientale des terres immortelles. Donc voilà, ils voient en fait l'île qui est un peu au large de Valinor. De là, parfois, des elfes viennent encore en Numénor à bord de bateaux, sans rames, blancs comme des oiseaux venus du couchant. Ils apportent aux Numénoréens des présents, des oiseaux chanteurs, des fleurs parfumées, des herbes aux vertus multiples, des gâteaux, des chocolats. Un peu comme les auditeurs, quoi, en fait. Ouais, exactement. C'est un peu comme ton oncle qui revient de New York, qui te ramène un pull Abercrombie. Vous n'avez pas vécu ça? C'est peut-être mon milieu social qui vivait ça, mais c'était un peu horrible. J'espère qu'ils te ramènent plus que des chocolats, en tout cas. Surtout de là-bas, pour les ramener en Belgique, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Mais vous vous souvenez pas cette période où, en fait, c'était plus en fait, il y avait beaucoup de marques qui n'étaient pas étendues au monde entier, et donc il y avait des produits américains qui étaient complètement inaccessibles. Aujourd'hui, ces barrières-là sont complètement cassées. Je veux dire, tu as des rayons américains dans tous les supermarchés, tu vois. Mais à l'époque, il y avait des choses qui étaient compliquées à avoir. Et donc, quand t'avais quelqu'un qui allait faire un voyage, souvent il ramenait ce genre de conneries. Je sais pas, je me souviens des Résis. Alors, vous connaissez les Résis, ces bonbons avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Là. Et ben ça n'existe pas en Europe depuis très longtemps. Et moi, je me souviens, ma sœur était partie 1 an en échange aux États-Unis et elle avait ramené ça. J'étais jeune et je trouvais ça incroyablement bon, mais il n'y en avait pas du tout en Europe. Oui, maintenant tu peux en trouver dans pas mal de magasins. Partout. Mais donc voilà, c'est un peu ça les elfes à ce moment-là. Tu vois, ils te ramènent des Résis. Le capitalisme elfique. On en fera un épisode spécial consacré à ça. Non, mais c'est fou quand tu te rends compte qu'en fait la mondialisation est assez récente, enfin aussi grande. Je veux dire, avant il y avait quand même encore il y a 10 ans, il y avait une limite dans certains produits qui ne passaient pas entre l'Europe et les États-Unis, et aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Donc ces elfes apportent donc des cadeaux, je répète, des oiseaux, des fleurs, etc. Et ils offrent même, qu'est-ce qu'ils offrent? Eh bien une pousse de Celeborn. Et je ne parle pas une de ses pousses de cheveux, du mari de Galadriel, mais de l'arbre blanc qui pousse au cœur d'Eressëa. Quoi que ce serait trop rigolo, tu vois. Un tout petit Celeborn comme ça. Non, mais plutôt une pousse de l'arbre blanc qui pousse au cœur d'Eressëa, de Tol Eressëa, lui-même descendant de Galatilion, l'arbre de Tuna, image de Telperion que Yavanna avait donné aux elfes. Donc ça, je vous fais un peu la chronologie. Telperion, c'était l'arbre de lumière qui avait été corrompu par Morgoth, on s'en souvient. Ce Telperion avait eu une descendance avec l'arbre de Tuna qu'ils avaient mis sur l'île, enfin sur cette colline en fait qui est dans la brèche des montagnes qui donnent sur l'île de Tol Eressëa. Et puis ensuite, ces pousses de Tuna avaient donné Galatilion. Et puis ensuite, de ces pousses, eh bien, on donne un arbre, en tout cas on donne une jeune pousse à Numénor. Donc en fait, finalement, Numénor reçoit un descendant de l'arbre de lumière. Et spoiler alerte, évidemment, vous vous en doutez bien, c'est aussi un ancêtre de l'arbre blanc du Gondor qui se trouvera à Minas Tirith. Cet arbre grandit à Armenelos, dans la cour du roi. On l'appelle Nimloth. Il fleurit le soir et embaume la nuit de son parfum. Voilà, l'arbre qui pousse dans la cour du roi, on voit tout de suite la référence. À cause de l'interdit des Valar, les voyages des Dúnedain les portent toujours vers l'est, jamais vers l'ouest. Des sombres terres du nord aux chaleurs du sud et même au-delà, jusque dans les ténèbres d'en bas. Ils naviguent sur des mers intérieures, contournent la terre du milieu jusqu'à voir les portes du matin à l'extrême est. Parfois ils accostent sur les rivages de la terre du milieu, la regardant avec regret comme abandonnée. Donc ça, ils vont même jusqu'à la porte du matin à l'extrême est. Donc
Petit rappel, à ce moment-là, la Terre est encore plate, hein. Donc en fait, ils vont aux extrémités du monde. Ils vont là où le soleil sort et où, voilà, vraiment, c'est une chute d'eau, comme on peut s'imaginer. J'en sais rien comment. En fait, c'est pas vraiment décrit, mais c'est plat. C'est la fin du monde, c'est quoi. la fin, ouais, voilà, tout simplement. Je fais une petite parenthèse pour revenir sur ce qu'on disait à l'instant. J'aurais pas exactement les infos, mais en tout cas, le deuxième âge dure 3400 ans. Ouais. En 2250, c'est le moment où ils arrêtent de parler l'elfique. Quoi, attends, L'elfique. spoil. Mais il y a encore bien des années, donc 2500, donc ça veut dire qu'à mon avis, ils sont déjà un peu corrompus depuis le début. Mais là, à ce moment-là, il y aura des guerres, etc. On peut quand même considérer que pendant plus ou moins 2500 ans, c'est plus ou moins la paix. Et c'est entre ce moment-là et 3400. 3400, ça c'est la fin du chute de deuxième âge, Sauron, mais ouais. la chute de Numénor, ce sera en 3300. Donc Ok. je pense qu'on a plus ou moins probablement 800 ans où il y a le Dawnfall. Enfin, voilà, Ouais, où ça ils vont tombe, être, ça chute, quoi. Mais il y a quand même, à mon avis, ouais, tu peux dire 1500, 2000 ans de paix à Bien Numénor. sûr. Je vais essayer de trouver de l'information encore plus précise, mais comme ça on a une idée. Et c'était le troisième âge qui dure 3021 années, et donc j'y étais presque, j'avais dit 3019, mais je me suis trompé. Et ça me permet de juste faire une incursion parce que j'avais dit une fois dans un épisode que ce que je regrette, enfin pas ce que je regrettais, mais la petite critique, je le répète, que je pouvais émettre à propos de Tolkien, c'était cette stagnation technologique et sociale en fait qu'il y avait dans l'univers. Et on l'avait mis en short sur Instagram et ça avait fait bon nombre de réactions de pas mal de gens qui étaient là, mais non, c'est n'importe quoi, Tolkien est un anti-moderne, donc c'est logique, tu comprends rien, bref. On avait eu, enfin, j'en avais vu de toutes les couleurs. Je sais que Tolkien est un anti-moderne, c'est pas du tout ça que je dis. Je dis simplement dans la perspective naturaliste de Tolkien, pour moi, c'est une légère incohérence. Je suis désolé, quand un peuple humain, parce que là, on parle même pas d'elfes, parce qu'on pourrait dire des elfes, oui, mais ils sont avec la nature, donc en fait, ils sont loin de la technologie. On parle d'humains qui vivent depuis 2500 ans. Je veux dire qu'il n'y ait même pas une évolution sociale ou, je sais pas, ou technologique légère. Moi, je trouve ça un peu incohérent. Voilà. Encore une fois, il y a une réponse qui va émerger, c'est comme dans les autres récits de Tolkien, et comme en fait on peut l'explorer dans notre histoire à nous, c'est les contextes de guerre déjà qui vont favoriser l'émergence de nouvelles technologies. On vient de le dire, Numénor va connaître une paix quasi totale pendant plus de 2000 ans. Et il n'y aura pas d'évolution, en tout cas du point de vue de tout ce qui est matériel, tout ce qui est technologique pur. Et comme par hasard, quand ils vont être sur leur déclin, mais en fait quand ils vont commencer à vouloir, parce qu'ils vont vouloir attaquer les Valar, eh bien là ils vont développer d'incroyables machines, navires de guerre, et ils vont se développer énormément. Tout va disparaître à la fin, mais il va y avoir une grande production à ce moment-là, dans un contexte guerrier encore une fois. Oui, mais ils vont jamais se développer. En fait, là où... Et franchement, je pinaille, hein. Vraiment, je suis pas du tout en train de critiquer le truc de Tolkien, ne paniquez pas, mais c'est juste que là où... En fait, parce que c'est un vrai sens philosophique. Je comprends effectivement que les hommes ne doivent pas se développer technologiquement, à moins qu'ils tombent vers le mal, comme par exemple Saruman. Et simplement dans un souci naturaliste, que Saruman soit le seul à créer des explosifs au troisième âge. C4. Et que personne ne prenne la peine de se dire, ah ouais, en fait, il y a un truc que si tu mets du feu dedans, ça fait vraiment boum, et ce serait hyper pratique pour, par exemple, défoncer 10 000 orques devant le gouffre de Helm. Eh ben, je trouve ça curieux, tu vois. Je Voilà. peux comprendre. Ouais. Mais c'est... Mais attention que tu disais qu'il y a 2000 ans de paix, mais il y a, je parlais en 2200 que c'est le moment où il ne parle plus elfique, mais avant ça, depuis 1500, il va y avoir beaucoup de guerres en Terre du Milieu. Donc, oui, c'est ça, ils vont conquérir en plus. 1500, ils vont conquérir, ils naviguent beaucoup, etc. Donc, la fameuse histoire dont tu parlais de Taraldarion, c'est en 900. Donc on peut considérer qu'en 900, en 1000, il y a probablement encore la paix, etc. Il y a déjà une expansion parce que Taraldarion, c'est un des premiers qui va aller construire des ports sur la Terre du Milieu, voilà, etc. Donc en fait, ils s'étendent et ils vont commencer à dominer certaines peuplades de Terre du Milieu. Donc en fait, ils colonisent à partir de ce moment-là des parties de la Terre du Milieu. Donc ils ont quand même la raison de se développer technologiquement. Encore une fois, je ne suis pas du tout en train de dire « Ouah, cet univers c'est de la merde, c'est incohérent ». C'est exactement ce que tu es en train de dire. Je comprends le sens qu'y met Tolkien. C'est cohérent dans sa philosophie et dans son
dans sa dramaturgie complète, c'est simplement dans un souci naturaliste que j'y vois une incohérence. Voilà, ne vous excitez pas. Moi, je sais que les auditeurs fidèles ne s'excitent pas du tout, c'est surtout les kidams d'Instagram qui tombent sur nos reels, mais voilà. Mais voilà, c'est juste qu'ici, on a vraiment, je trouve, un exemple assez flagrant. Mais donc, je disais que parfois, il s'accostait sur les rivages de la Terre du Milieu, la regardant avec regret comme abandonnée. Mais durant les années sombres des hommes, les seigneurs de Numénor foulent de nouveau ces côtes et personne n'ose s'y opposer. Car la plupart des hommes qui vivent là, écrasés par l'ombre, Morgoth n'est plus là, mais par son influence, sont devenus faibles et apeurés. Les Numénoréens viennent parmi eux, leur enseignent bien des choses, comment planter du blé et du raisin, moudre le grain, travailler le bois et la pierre, organiser leur vie tant bien que mal dans ces contrées où la mort est rapide et le bonheur rare. Les hommes de la Terre du Milieu reprennent alors courage, les forêts cèdent un peu sur les rivages et ils finissent par se libérer du joug des créatures de Morgoth, oubliant leur terreur des ténèbres. Donc voilà, en gros, ils colonisent, ici dans un premier temps pour le bien, pour libérer les gens, mais voilà, on va voir ce que ça donne plus tard. Ils gardent un souvenir plein de révérence des grands rois de la mer, et après leur départ, les prennent même pour des dieux. On imagine, ils prennent ces Numénoréens pour des dieux, espérant leur retour. Car à cette époque, les Numénoréens ne restent jamais longtemps sur la Terre du Milieu, et n'y bâtissent pas encore de cités. Leur route les mène vers l'Est, mais leur cœur les attire toujours vers l'Ouest. Alors ça arrivera pour les cités. Et ce penchant ne fait que croître au fil des ans. Les Numénoréens se mettent à désirer la vie immortelle qu'ils aperçoivent de loin. Ça pue, ça commence à puer. Puis, à envier la vie éternelle. Ah tiens. À vouloir échapper à la mort et à la fin des plaisirs. Plus leur puissance et leur gloire augmentent, plus grandit aussi leur trouble. Car même si les Valar leur ont accordé une longue existence, ils ne peuvent les délivrer de la lassitude du monde, cette fatigue qui finit toujours par s'abattre. Ils meurent donc, même les rois issus des Rendil, et leur vie paraît bien courte aux yeux des elfes. Peu à peu, une ombre descend sur eux. Peut-être la volonté de Morgoth agit-elle encore là, tapie dans les recoins du monde. Alors les Numénoréens commencent à murmurer, d'abord pour eux-mêmes, puis à voix haute, contre le destin des hommes, et surtout contre l'interdit qui les empêche de naviguer vers l'ouest. Mais oui, pourquoi ils n'auraient pas le droit d'aller dans les terres immortelles, eux? Peu à peu, les Numénoréens commencent à nourrir des pensées troublantes. Ils se demandent pourquoi les seigneurs de l'Ouest vivent paisiblement dans un bonheur qui ne finit jamais, alors qu'eux sont condamnés à mourir, à abandonner leur maison et tout ce qu'ils ont construit pour partir on ne sait où. Ils observent que même les elfes rebelles ne connaissent pas la mort, et se disent qu'eux, qui dominent toutes les mers et dont aucun océan n'arrête les navires, pourraient très bien aller jusqu'à Avalionné simplement pour saluer leurs anciens amis. Pourquoi est-ce que les Noldor qui ont trahi les elfes ont droit à la vie éternelle et eux qui se sont battus aux côtés de ceux-là, n'ont qu'une vie allongée mais doivent mourir? Et certains vont même plus loin, glissant qu'il serait tentant de pousser jusqu'à Aman, ne serait-ce qu'un jour, pour goûter le bonheur des puissances, et après tout, n'était-il pas désormais parmi les plus grands peuples d'Arda? Bah oui. Attends. Ces murmures finissent par parvenir aux oreilles des elfes, qui les rapportent au Valar. Manwë en est profondément peiné. Il voit se former les premiers nuages sombres sur Numénor, alors même que le royaume touche son zénith. Il envoie donc des messagers parler au roi et à tous ceux qui voudront entendre, afin de rappeler le destin tracé pour les enfants d'Ilúvatar. Les messagers leur expliquent que seul le Créateur peut modifier le destin du monde et que même si les Numénoréens parvenaient jusqu'en Aman, ils n'en tireraient guère de profit. Ce n'est pas la terre de Manwë qui rend immortelle, mais les immortels qui la sanctifient de leur présence. Nuance importante, Et s'ils y vivaient, eux qui ne sont pas faits pour cette lumière, ils ne feraient que s'y user et s'y faner plus vite, comme des papillons exposés trop longtemps à une flamme vive. Ça rejoint ce qu'on avait vu dans le dernier épisode Sur à propos des Silmarils qui épuisaient, en tout cas qui raccourcissaient la vie de ceux qui les détenaient, même si leur vie était prospère et belle et qu'ils ne les utilisaient pas par pure convoitise, comme par exemple Beren et Lúthien, qui ont, une fois qu'ils ont récupéré le Silmaril, ils vont vivre une belle vie avec celui-ci, mais l'éclat de la beauté de Lúthien à travers le Silmaril va en fait raccourcir ou accélérer leur décès. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, par rapport aussi à cette immortalité de cette terre, vraiment, donc ce n'est pas les terres qui rendent immortelles, en fait, c'est simplement la présence des dieux qui donne une vie à cet endroit-là. Mais je vous le rappelle, et moi, par exemple, j'avais longtemps fait cette erreur, mais Frodon et Bilbon qui y vont
vont mourir là-bas. Ils ne vont pas rester éternellement là-bas. Ils ne vont pas. Parce que moi, je croyais qu'au départ, ils Parce partaient qu'ils vont, pour vivre éternellement. parce que quand on ne le sait pas, on dit qu'ils vont vers les terres immortelles. Donc par logique, on se dit, ok, ils vont Vivre. ils vont devenir immortels, mais non. Même pas du tout. Ouais. En tout cas, Ils sont que dans une transition, on va dire, une phase transitoire. Ouais. et Frodon qui a la souffrance encore les séquelles d'avoir porté l'anneau va avoir là-bas moins de Oui, tout à souffrance. fait. Et c'est Exactement ça. entre autres pour ça qu'il y va, un peu en mode on va te mettre Thérapie, aux soins palliatifs, on Toi, va te mettre de la dans les- morphine, mais il va en effet visiblement quand même mourir après, peut-être Non, un peu moins vite. Sinon, il serait privé de son don, justement, d'être un homme, entre guillemets, un Ouais. semi-homme. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, il est dans une. Mais par contre, il a ce cadeau, c'est de pouvoir être soigné, entre Aller guillemets, voir la d'avoir une fin de lumière, vie paisible. voir la lumière aussi, parce que du coup, si tu vois la lumière, enfin, est-ce qu'il y a encore la lumière en Aman Ah oui, bah oui, il va le être, fait d'être- il va être dans la proximité des Valar, des dieux, Ouais, donc ouais, ouais. ouais, bien sûr. Hein. Alors, le roi, face aux messagers de Manwë qui viennent leur dire que du coup, il faut qu'ils se rappellent qu'ils n'ont pas le droit d'être immortels, en tout cas qu'ils n'ont même pas la possibilité de l'être, eh bien le roi évoque alors son aïeul, Erendil, qui lui vit bien en Aman, a été accepté, et les messagers lui rappellent que le sort d'Erendil est unique. Il a été accordé au premier-né qui ne meurt point, et sa destinée le tient éloigné à jamais des terres immortelles. Bien sûr, c'est une étoile. Et les Numénoréens, eux, sont des hommes mortels, créés ainsi par Ilúvatar. À vrai dire, observe les envoyés, on dirait qu'ils aimeraient s'approprier la meilleure part des elfes et des hommes à la fois, se rendre en Valinor comme bon leur semble, et revenir ensuite chez eux. Mais cela est impossible, car la volonté d'Ilúvatar n'est pas sujette à leur désir. Intéressant, ça c'est je trouve philosophiquement intéressant. La volonté des hommes n'est pas... Enfin, la volonté de Dieu, d'Ilúvatar, n'est pas sujette au désir des hommes. Et par rapport à tout ça, il y a quand même... Je veux revenir sur un truc qu'on avait déjà exprimé la dernière fois, quand on parlait de Tuor, justement, Tuor et Idril. Vous vous souvenez de Tuor et Idril? Donc Tuor, c'est cet humain qui va aller jusqu'à Gondolin, prévenir que Gondolin va tomber, qui va épouser Idril, et puis ensuite va faire Erendil, le demi-elfe. Mais Tuor, on dit qu'après il a pris la mer avec Idril, et vous vous souvenez, on parlait de ces légendes qui disaient qu'il était arrivé en Aman, et qu'il avait été le premier homme à être accepté en Aman. Et moi je disais, ce que disait Tolkien, c'est que dans ses écrits, c'est que c'est une légende, et qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais que oui, c'est la légende, c'est qu'il est arrivé. Et pourtant là, les elfes disent, en fait, le roi Numénor dit oui, mais il y a Erendil qui a été accepté, il parle même pas de Tuor. Et les elfes disent oui, mais lui c'est spécial parce qu'en fait il est dans le ciel, il n'est pas vraiment à Numénor, et donc il a un destin différent. Mais il parle pas de Tuor. Du coup, ça me fait dire que cette légende pourrait être carrément fausse et que Tuor ne serait jamais arrivé là-bas parce que, en fait, ça voudrait dire qu'ils ont quand même accepté un mortel là-bas. Et que sa vie a été raccourcie de par la lumière qu'il y a vue. Est-ce que Tuor serait mort en mer en arrivant, quoi, tout simplement comme... Ou très vite en arrivant. D'ailleurs, on va y revenir, mais il y en a d'autres qui vont essayer de faire le voyage. Donc Ouais. ça, on sait ce qu'il est advenu d'eux. Donc, Ouais, donc question intéressante, je ne sais Plusieurs pas. possibilités, oui. Voilà, donc si vous avez des infos, n'hésitez pas parce que c'est vrai que là, en faisant les croisements entre les récits, ça me semble peu probable. Tuor s'est fait abattre par tout le casse. Mais pas forcément abattre, mais J'ai un message à vous faire passer. Donne ton message, mais il te reste 5 minutes. peut-être qu'il est juste jamais arrivé, tu vois, voilà. Ou peut-être que c'est une petite incohérence de Tolkien, ce serait possible. Mais enfin, comment oses-tu? Alors les messagers des Eldar soulignent aussi que les elfes ne restent pas immortels par récompense ni par indulgence. C'est leur nature même d'être liés au monde tant qu'il dure, sans pouvoir le quitter. Important aussi ce concept, on l'a déjà évoqué, les elfes sont liés au monde tant qu'il dure. Une fois que le monde sera changé, renouvelé, les elfes n'existeront plus. Donc ils ne sont pas immortels totalement, ils sont simplement liés au monde qui existe. Les hommes, eux, sont appelés à partir. Et ce n'est pas un châtiment, mais un don. Ils échappent au monde. Qu'ils le quittent dans l'espoir ou dans la lassitude. Qui donc, dans ces conditions, devrait envier l'autre? Les Numénoréens répliquent toutefois qu'il est bien difficile de ne pas envier les Valar ou même les plus humbles des immortels, car on leur demande une confiance aveugle, sans aucune assurance, pour un destin dont ils ignorent tout. Ils aiment la terre et redoutent de la perdre. Bon, évidemment, ces passages-là, pour moi, sont vraiment hyper des éclats et des témoignages de la foi de Tolkien, parce que c'est hyper clair que c'est un rapport avec la religiosité de Tolkien. Ce rapport, évidemment, en tant que catholique, tu te demandes, tiens, oui, on doit croire aveuglement à quelque chose qu'on nous promet pour la suite, sans vraiment avoir de certitude. Eh bien, c'est exactement le doute dans lequel sont plongés ces hommes-là à ce moment-là. Il y a quelque chose d'évidemment éminemment humain
était logique dans cette réflexion. Et on les comprend, honnêtement. Quand t'as des elfes qui vivent, tu sais qu'ils vivent éternellement, t'as aucune assurance, tu sais pas ce qui se passera à la fin des temps, tu sais même pas s'il y aura vraiment une fin des temps, et t'es en mode ouais attends. Et moi je dois me contenter de crever. Vous me dites que en fait après je vais quelque part, mais je sais même pas où. Bah oui, je comprends qu'il y ait une forme de réticence au moins. Les Numénoréens répliquent toutefois qu'il est bien difficile de ne pas envier les Valar ou même les plus humbles des immortels, car on leur demande une confiance aveugle, sans aucune assurance, pour un destin dont ils ignorent tout. Ils aiment la terre et redoutent de la perdre. Les messagers admettent que même les Valar ne connaissent pas toute la pensée d'Ilúvatar ni ce qu'il prépare, mais ils affirment qu'un jour, la moindre des aspirations des hommes trouvera son accomplissement, même si cela prendra de nombreux âges et que beaucoup de générations devront naître et mourir avant que les raisons profondes soient révélées. Ce mystère-là sera dévoilé aux hommes et non aux Valar. Pour l'heure, il les exhorte à la prudence. Mieux vaut garder confiance et éviter que cette confiance ne devienne un fardeau et des chaînes, car l'ombre rôde toujours, prête à exploiter le moindre doute. Franchement, tu changes quelques mots, tu mets ça dans la bouche de C.S. Lewis et ça devient de l'apologétisme chrétien. C'est vraiment évident. Tout cela se déroule au temps de Tar Siriatan, surnommé le constructeur de navires, et de son fils Tar Atanamir, deux rois fiers et avares, plus désireux d'accumuler des trésors que de partager. Ils imposent des tributs lourds aux hommes de la Terre du Milieu, prenant bien davantage qu'ils ne donnent. C'est devant Tar Atanamir, 13e roi de Numénor, que les messagers exposent leur message. Numénor existe alors depuis plus de 2000 ans et atteint son apogée. Mais le conseil des messagers n'émeut guère Atanamir, qui ne songe qu'à repousser la mort coûte que coûte, refusant même de céder le trône à son fils quand celui-ci est dans la pleine force de l'âge. Ce sera lui le premier des Numénoréens à s'accrocher ainsi à la vie, même après en avoir perdu toute joie. Ça, c'est un truc important, je vais préciser par rapport à ça. La tradition numénoréenne, en fait, dit qu'un roi ne doit pas attendre la mort pour transmettre son pouvoir à son enfant, mais doit le faire au moment où il sent que son enfant est prêt. Et accepter en fait de partir dans la fierté. En fait, tous les rois normalement meurent non dans la lassitude et la maladie, mais dans la pleine force. Ils décident. Ils ne se laissent pas mourir en étant faibles. Ils meurent fièrement. Et lui, un peu à la manière d'Aragorn bien plus tard, qui sera bien plus fatigué et là est arrivé à la fin du décompte de ses années, mais il aura aussi quand même cette grâce. Dans la manière dont Tolkien le décrit, il ne se laisse pas mourir, mais il décide à la fin de sa vie avec Arwen. Il dit maintenant je suis prêt, il faut que je parte maintenant. Ben voilà. C'est encore un peu de cet éclat numénoréen des belles années. Exactement ça, et donc Atanamir, lui, est le premier qui va refuser cette tradition et va s'accrocher à la vie, ne pas donner son rôle à son enfant, mais va mourir, va se laisser mourir avec le rôle, le titre de roi. Son fils, Tar Ankalimon, lui succède et partage son état d'esprit. Sous son règne, le peuple de Numénor se divise. La majorité qu'on appelle les hommes du roi devient orgueilleuse, méfiante envers les elfes et les Valar. L'autre partie moins nombreuse, ce sont les Elendili, les amis des elfes qui restent fidèles à la maison d'Elros et aux vieilles alliances. Même eux, pourtant, ne sont pas totalement épargnés par la peur de la mort qui hante tous les Numénoréens. Ainsi, tandis que Numénor s'enrichit et bâtit de merveilles toujours plus grandes, sa félicité décline. Les rois et leur peuple conservent encore un reste de sagesse, assez pour craindre les Valar, même s'ils ne les aiment plus. Ils n'osent toujours pas franchir les limites interdites, ni voguer trop à l'ouest. Leurs navires continuent de filer vers l'est, mais la mort les terrifie tant qu'ils cherchent par tous les moyens à retarder son arrivée. Ils construisent alors d'immenses sépultures, et leurs savants s'acharnent à découvrir comment prolonger la vie ou ramener les morts. Ils n'y parviennent pas, ils réussissent seulement à conserver la chair morte intacte, et Numénor se couvre de tombes silencieuses. Pendant ce temps, les vivants se jettent plus que jamais dans les plaisirs, la fête, les recherches de richesse. Après Tar Ankalimon, on oublie souvent d'offrir les premiers fruits à Eru, et l'on monte de plus en plus rarement prier au sanctuaire du Meneltarma. Donc en gros, on ne fait plus de dons au temple, on s'adonne à la fête, aux recherches de richesse, et on cherche à ne jamais mourir. Et je trouve... C'est exactement notre
le monde dans lequel nous vivons. Je suis désolé, mais il y a évidemment quelque chose. Mais bon, on n'est pas si loin du siècle où Tolkien a écrit ça, mais il y a quelque chose je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent avec aujourd'hui. Enfin, ça me fait penser évidemment à ce gars-là qui essaie de survivre à tout prix, là. Tu sais, qui suit une routine. Ah oui, qui s'est pas cloné, mais, Non, mais Ryan. s'est fait injecter du sang de son propre fils, je crois, tout à fait. Mais il essaye de rajeunir. d'aller à l'encontre de la vieillesse et il dit qu'il rajeunit et il dit qu'il sera le premier homme à ne pas mourir. Mais bon, voilà. Nous verrons. En fait, mais tu vois, en fait, c'est rigolo parce que c'est vrai que le transhumanisme, tous ces courants sont hyper contemporains. Il y a un vrai désir de ne pas mourir, de prolonger la vie par tous les moyens. Et c'est rigolo de lire ces textes parce que ce paragraphe particulièrement, je trouve, moi, résonne avec beaucoup de choses qu'on voit autour de nous. Et c'est... Bon, comme je le dis encore une fois, Tolkien n'est pas si vieux par rapport à nous, donc évidemment il voyait déjà ces choses advenir autour de lui, mais je trouve qu'aujourd'hui ça prend encore une dimension différente et à n'en pas douter, à mon avis, s'il vivait encore, il aurait des mots bien critiques à cet égard, vraiment. Ça me fait penser aussi à cette série adaptée d'un film en fait qui s'appelle Dark Crystal, où on a également aussi cette peur chez des êtres un peu mystiques venus d'autres planètes qui débarquent, qui s'occupent d'un cristal particulier qui est lié à la survie de la planète. Et on a exactement la même crainte de la mort, qui sont plutôt des grands savants et experts dans différents domaines, mais qui au final ne vont être que capables de repousser la mort tout en affaiblissant la planète et en pourrissant lentement et en s'agrippant au pouvoir coûte que coûte. C'est une série et un film très intéressant que je vous conseille si vous ne les connaissez pas. On reste en plus dans le fantastique avec ça. C'est des marionnettes qui ont été animées par Feu Jim Henson, le grand marionnettiste hollywoodien. Mais voilà, un dernier mot là-dessus, évidemment. Tout ça évoque beaucoup de... Bon, Numénor, c'est évidemment une transcription du mythe d'Atlantide. Ça, c'est complètement assumé. D'ailleurs, c'est assumé par Tolkien, etc. C'était même je crois un défi ou une sorte de challenge qui s'était donné avec C.S. Lewis à la base pour écrire un mythe autour d'un thème. Et le thème de Tolkien, c'était justement le temps qui passe et la mort. Et donc, il avait écrit ce mythe de Numénor avant même que ça fasse partie du Silmarillion, etc. C'était plus ou moins même on va dire le voyage dans le temps, entre gros guillemets. Ouais. Je pense qu'il avait transcrit ça dans le fait que Numénor traverse le temps. Toutes ces années-là. Et il faisait ça avec C.S. Lewis, qui lui a lui aussi écrit quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Je ne sais plus, un livre, mais je pense que ça parle aussi du coup de voyage dans le temps. Ok, d'accord. Voilà, après, avec une interprétation c'est vrai que je ne sais pas. Bien différente de ce qu'on a en tête quand on parle de voyage dans le temps aujourd'hui, avec pouf, je me téléporte dans une autre période, évidemment. Ça s'appelle Interstellar, ce que C.S. Lewis a écrit. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est une blague. C'est une blague. Mais effectivement, ces thèmes-là, bon, évidemment, ils résonnent avec aujourd'hui, mais c'est des thèmes un peu aussi ancestraux. Enfin, le mythe d'Atlantide parle de ça, c'est-à-dire la décadence, les peuples qui d'un coup se détournent de Dieu pour en fait les plaisirs futiles de la vie. Sodome et Gomorrhe, dans les récits bibliques, c'est complètement ça aussi. Un peuple qui d'un coup commence à se créer ses propres idoles, à chercher le plaisir terrestre au-delà de l'adoration divine, et puis finalement se font complètement détruire par Dieu lui-même, et c'est ce que peut-être va arriver ici aussi, qui sait. Donc c'est donc dans ces temps-là que les Numénoréens commencent à bâtir de grandes colonies sur les côtes occidentales, on y vient, de la Terre du Milieu. Leur île semble désormais trop petite, incapable d'étancher leur soif de conquête, puisque l'ouest l'aurait fermée, ils se tournent vers l'est, en quête d'empire et de richesse. Ils construisent d'énormes ports et de hautes tours, et beaucoup finissent par s'y installer, mais ils n'y viennent plus pour instruire ni élever comme autrefois. Ils agissent en maîtres, avides de commander et de lever l'impôt. Donc là, on rentre dans la colonisation beaucoup moins rigolote. Leurs grands navires reviennent chargés d'or et d'argent, et les rois gagnent toujours en faste et en puissance. Ce n'est évidemment pas sans rappeler notre histoire aussi. Seuls les amis des elfes gardent la vieille amitié. Ce sont eux qui naviguent encore vers le nord, vers le royaume de Gil-galad, pour offrir leur aide contre Sauron. Donc ça, je précise, donc en fait, Numénor va commencer à coloniser la Terre du Milieu. La Terre du Milieu, ce n'est pas seulement la partie qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux, mais il y a aussi le sud. Et donc, les Numénoréens vont coloniser tout, le sud jusqu'au nord. Mais le nord
moins, parce qu'en fait il est habité par des elfes encore, par Gil-galad, par Círdan, et donc là certains amis des elfes y vont encore pour avoir des relations avec eux, mais là où évidemment ils vont commencer à exploiter des peuples, c'est plutôt vers le sud, et d'ailleurs ça aura des conséquences, et je pense que influença peut-être les le alliés Harad, futurs de Sauron. tout à fait, le Harad, toutes ces choses-là auront en fait des griefs contre des Núménoréens, contre le Gondor, puisque dans leur passé, ils se sont fait coloniser par ces peuples-là. Encore une fois, Tolkien est un peu visionnaire dans son temps, mais évidemment, ça évoque des histoires plus de notre monde, plus de notre histoire et de notre société. Donc les Núménoréens établissent leur principal havre à Pelargir, près des Bouches de l'Anduin. Ah, on y vient, l'Anduin, d'un coup, un nom Pelargir, familier également, hein. On en avait parlé dans le Retour du Roi. Tout à fait. Pendant ce temps, l'Anduin, je vous rappelle, c'est le fleuve sur lequel la communauté de l'anneau navigue avec. Le fleuve principal qui traverse la terre du milieu. Tout à fait. Pendant ce temps, les hommes du roi voguent toujours plus loin au sud et les légendes humaines murmurent encore le souvenir des forteresses et des domaines qu'ils y fondèrent. Alors, petite parenthèse sur ce qu'on disait à l'instant avec C.S. Lewis. En gros, voilà, ils se sont chacun donné le défi, merci, d'écrire chacun quelque chose. C.S. Lewis devait lui écrire sur un voyage dans l'espace et Tolkien devait donc écrire sur un voyage dans le temps, mais plutôt dans le sens d'une aventure, quoi. Donc pas plutôt voyager en mode je me téléporte à une autre époque, mais l'aventure qui donc traverse les âges, ce qu'ils ont donc chacun fait dans le récit de Núménor pour Tolkien et dans le récit de The Space Trilogy pour C.S. Lewis. Voilà, donc ça c'est au moins vous avez les infos justes. Et si on revient du coup, pas dans l'espace, mais dans la Terre du Milieu, et bien durant cet âge, au moment où nous reprenons après le récit de Cyril, Sauron réapparaît en Terre du Milieu justement, où il renforce sa puissance et sombre de nouveau dans le mal, sous l'influence de Morgoth. À l'époque du roi Tar-Minastir de Numénor, il commence à fortifier le Mordor et y construit Barad-dûr. Ambitieux, Tar-Minastir, pour revenir sur ce Cyril en a déjà parlé, c'est le 13e roi de Numénor, hein. Donc à l'époque du roi de Tar-Minastir de Numénor, il commence à fortifier le Mordor et il construit Barad-dûr. Il est donc ambitieux et il cherche à dominer la Terre du Milieu et à se faire adorer comme un dieu par les hommes. Il hait les Numénoriens à cause de leur passé glorieux et de leur alliance avec les elfes et de leur fidélité avec les Valar. On se rappelle que notre cher Sauron était là à l'époque de toutes ces guerres, il avait même sa petite île, il a même combattu Beren et Lúthien, etc. Donc on suppose que quand les Valar sont venus tout détruire et que les hommes les ont aidés, Sauron n'a pas dû être très heureux. Oui, ou justement, vu qu'il avait été viré de cette île par Lúthien quand elle était venue sauver Beren, à ce moment-là il était retourné dans ce qui est le Mordor en fait, il s'était exilé là-bas. On peut imaginer que du coup il est resté là depuis ce moment-là jusqu'à la chute de Morgoth, et que lui il a préparé ses armées, et il s'est occupé, mais peut-être que justement il était ravi de voir que son maître était dégagé et qu'il avait le champ libre pour pouvoir agir. T'es sûr qu'il était parti complètement à ce moment-là, parce que pour moi il était fait mention de lui aussi dans le récit de Túrin, où il avait encore t'es sûr qu'il est parti à ce moment-là complètement Parti complètement, je ne sais pas, mais il n'est pas fait mention de lui en tout cas dans le récit de Túrin. Ouais, mais il agit pas complètement contre Túrin, mais j'ai l'impression que c'est pas juste Túrin, il est encore lieutenant de Morgoth à ce moment-là, et peut-être je dis de la merde, mais c'est pas juste Túrin qui passe par l'île ou par la tour de garde, je ne sais plus. Non, elle a été mise à bas. Donc oui, je sais pas. Écoute, pas dire. J'ai plus le souvenir exact, mais en tout cas c'est vrai. Mais là, par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement là on arrive. Le méchant remplace le méchant, c'est-à-dire que Morgoth, le grand méchant, a été exilé, et donc maintenant on a Sauron qui se dit il a les franges pour agir maintenant. C'est une promotion. C'est vrai que c'est le gros switch. On a passé tant de temps avec Morgoth, le Seigneur Sombre, et maintenant nous allons switcher sur Sauron, le Seigneur Sombre. Donc un nouveau Seigneur Sombre. Et d'ailleurs ce dernier n'oublie pas en fait non plus l'aide apportée par Tar-Minastir à Gil-galad lors des guerres contre lui, hein. Donc les Núménoriens viennent aider en Terre du Milieu et se battre contre notre Sauron qui essaie de se refaire une petite place. Donc redoutant leur puissance grandissante, Sauron se tient longtemps à l'écart des côtes. Comme on le sait, hein, ce sont des extrêmement bons navigateurs. Toutefois, avec ruse, il corrompt certains hommes à l'aide de 9 anneaux, on y vient, dont 3 grands seigneurs numénoriens qui deviennent plus tard les spectres de l'anneau, hein.
donc les Nazgûl. Donc parmi les 9, nous avons donc 3 seigneurs numénoriens. D'ailleurs, on n'a pas leur identité. Non. Ce ne sont pas pour autant des rois ou quoi que ce soit, hein. Je suppose que quand on parle de seigneurs, il doit y avoir plein de maisons Oui, assez illustres, et ce sont trois Numénoriens puissants. À mon avis, ça doit faire partie des Numénoriens qui sont venus coloniser la Terre du Milieu et qui sont restés là et qui devaient habiter des colonies, quoi, gérer des colonies. Oui, exactement. On en a la connaissance tout de même de certains. On a la connaissance officielle et canon du roi sorcier d'Angmar, évidemment, c'est le plus connu. Et nous avons aussi celle de Khamûl. Il n'est pas un Numénorien. Mais qui n'est pas Numénorien. Il n'est pas Numénorien, mais dans les noms des Nazgûl, en tout cas, c'est les 2 seuls qu'on connaît. Et les autres, il y a des jeux et d'autres œuvres dérivées de Tolkien qui ont donné des noms à certains, mais qui ne sont pas officiels. Et en tout cas, en revenant sur les fameuses colonies dont Cyril faisait mention, eh bien c'est plus ou moins à ce moment-là en fait que quand Sauron revient à l'apogée de son pouvoir, qu'il va justement commencer à attaquer ses forteresses numénoriennes sur les rivages. À cette époque, l'influence maléfique sur Numénor s'accentue et les rois de la lignée d'Elros déclinent à cause de leur rébellion contre les Valar. Le 20e roi Adunakor adopte un titre orgueilleux signifiant Seigneur de l'Ouest, un nom réservé aux Valar, et interdit l'usage de la langue elfique. Donc là, on est plus ou moins en 2250 du Deuxième Âge. Il faut savoir qu'on a commencé à faire avec Aldarion. Donc lui, il a commencé à naviguer sur les côtes et faire les colonies aux alentours des années 900, ce qui fait qu'on a quand même ici à peu près 1200 ans, hein, entre les premières colonies et le moment où véritablement on arrête de parler elfique, donc avec le fait qu'ils ont été corrompus pendant toutes ces années, petit à petit. Et bien que son nom elfique soit encore inscrit dans les registres royaux, les fidèles voient cela comme un blasphème. Alors est-ce qu'on a déjà parlé des fidèles ou pas encore ? Oui, hein, j'ai dit qu'il y a vraiment 2 clans qui commencent à se créer à Numénor, c'est-à-dire ceux qui commencent à se rebeller fortement contre les Valar et ceux qui sont encore fidèles aux elfes, quoi. Bien sûr. Donc le 23e roi, Ar-Gimilzor, j'ai l'impression que leurs noms deviennent de plus en plus... Ouais, mais du coup, tu fais bien de dire Ar. Donc ça c'est vraiment ça change parce que Tar c'était un préfixe elfique et là ils deviennent Ar avec des noms numénoréens, la Dunaïque, une langue un peu plus barbare. Eh bien ce cher Ar-Gimilzor persécute les fidèles, plus durement encore maintenant. Il interdit toute relation avec les elfes, laisse mourir l'Arbre Blanc et exile les fidèles à l'est de l'île. C'est d'ailleurs là-bas que va aller habiter notre chère famille d'Elendil et d'Isildur, Anarion, etc. Beaucoup fuient alors vers la Terre du Milieu. Les rois laissent faire tant que ces exilés ne reviennent pas, espérant rompre définitivement tout lien avec les elfes, mais les Valar indignés retirent leur faveur et abandonnent Numénor, tandis qu'Eressëa cesse tout contact avec l'île. Donc là c'est vraiment un grand tournant dans l'histoire de Numénor. Et donc voilà, il y avait aussi cette idée, quand on vient d'en parler, je trouve ça très intéressant. Donc les fidèles sont existés à l'Est, on sait qu'Elendil, ses fils, etc., le père d'Elendil aussi, qui aurait de l'importance dans le récit, habite là-bas, mais il y en a aussi beaucoup de fidèles en fait qui seront en Terre du Milieu, et c'est ce qui va expliquer aussi en fait que Arnor, le Gondor, etc., vont pouvoir se créer là-bas sans être trop corrompus. Je me souviens qu'on en avait parlé pendant le Seigneur des Anneaux, que du coup voilà, il y a plein de fidèles qui seront déjà sur la Terre du Milieu et qui ça va donc faciliter, oui, parce que quand on arrivera à la chute de Numénor, il faut savoir que la famille d'Elendil va partir en bateau vers la Terre du Milieu, mais il y aura encore en fait pas mal de Numénoriens et de Dunedains sur la Terre du Milieu, et donc plein de fidèles, quoi. Après la lignée royale, la maison la plus prestigieuse de Numénor est celle des seigneurs d'Adunié, descendants d'Elros par Silmarien. Restés fidèles au roi tout en conservant leur amitié pour les elfes et les Valar, ils soutiennent discrètement les fidèles durant la montée de l'ombre. In-Zilbet, issue de cette lignée, épouse malgré elle Ar-Gimilzor. Leur fils aîné, Isin-Ladun, hérite de sa piété, tandis que le cadet, Gimilchad, suit les penchants tyranniques de son père. Devenu roi sous le nom elfique de Tar Palantir, Isiladun tente de restaurer les anciennes traditions et de protéger les fidèles, mais son règne est assombri par l'opposition de son frère et par le rejet persistant de son peuple. Bien qu'il veille avec soin sur l'Arbre Blanc et le culte des roues, ses efforts de réconciliation arrivent trop tard pour apaiser les Valar. Solitaire et mélancolique, il espère en vain un signe venu de l'ouest, mais les navires elfiques ne viennent plus et Numénor reste coupé d'Avalanoé. Ouais, donc lui, il va vraiment reprendre donc son nom elfique pour marquer un peu le coup en disant « Regardez, j'ai trop envie de reprendre contact avec vous, mais c'est un peu trop tard. » Ouais, et j'ai dit Avalanoé, mais c'est Avaloné, pardon. À la mort prématurée de Gimilchad, bien qu'il fût de noble lignée, le trouble ne s'apaise pas à Numénor.
Son fils, Pharazôn, on y arrive, nom que vous connaissez probablement, homme fougueux, avide de puissance et de gloire, s'est taillé une réputation de conquérant au cours des campagnes militaires en Terre du Milieu, où les Numénoriens cherchent à dominer les peuples côtiers. Revenu victorieux et chargé de butin, Pharazôn gagne rapidement la faveur du peuple par sa générosité ostentatoire. Lorsque le roi Tar-Palantir meurt, sans héritier mâle, c'est sa fille Myriel qui devrait monter sur le trône selon la loi. Mais Pharazôn, méprisant les traditions et les interdits du sang, l'épouse contre sa volonté et s'empare du sceptre. Il prend le nom d'Ar-Pharazôn et renomme sa reine Ar-Zimrafel, achevant son usurpation. Et donc ça, pour ceux les petits lutins qui regardent la série Amazon... C'est pas ça qu'on verra dans la série. Bah alors, mais on voit ces personnages, c'est-à-dire qu'effectivement, Oui, on mais voit pas du tout cette version-là. c'est ce gars qui essaye de monter Numénor contre les elfes, mais on voit Myriel au pouvoir dans la série, alors que ce n'est pas du tout le cas dans l'univers de Tolkien. Alors c'est même pas du tout que Tolkien voulait pas mettre une femme au pouvoir, parce que par exemple, dans l'histoire d'Eldarion, ce marin dont je parlais la dernière fois, sa fille sera la première reine de Numénor, donc des reines il y en a, et c'est pas ça le problème. C'est juste que là, dans cette histoire-là, Myriel n'est pas du tout reine normalement. Et en fait, c'est justement Ar-Pharazôn qui prend le pouvoir de force en épousant Myriel. Mais bon, évidemment, Amazon, il fallait pas garder ça. C'était quand même plus chouette d'avoir une fille au pouvoir. C'était quand même un peu plus vendeur. Je ne sais pas pour qui, pour les producteurs probablement. Mais voilà, évidemment, la volonté est claire chez Amazon de mettre cette femme au pouvoir, mais c'est plus du tout canon et c'est pas du tout... Et en effet, en 1075, après la mort de Tar Aldarion, c'est Tar Ankalimé qui prendra le trône, comme tu le disais. Ouais, tout à fait. C'est toujours dans cette fameuse histoire du navigateur Ça, c'est bien plutôt, ouais. dont on vous a parlé et qu'on vous invite à aller lire. Mais pour revenir par rapport à ça, je me permets, c'est vraiment... Cette histoire de mettre Myriel au pouvoir, c'est... En fait, c'est tellement bête parce que on en a déjà parlé avec toi, Julien, je crois, même avec toi, FX, ça aurait été tellement plus intéressant de garder l'histoire telle qu'elle, parce que justement, elle est censée, elle, au pouvoir, Myriel. Et Ar-Pharazôn, dans sa perversion, la force à l'épouser et prend le pouvoir de force. Le lien du sang, d'ailleurs, c'est interdit parce qu'ils sont cousins. Mais en plus, et prend le pouvoir de force, donc l'histoire est bien plus intéressante. Elle met des forces plus tragiques, elle met des forces plus difficiles, elle met en présence de la violence beaucoup plus intéressante, et justement toute cette question d'Ar-Pharazôn qui la force à l'épouser et prend le pouvoir par la même occasion. Donc je sais pas, c'est ce qu'on appelle un tir contre son camp. C'est vraiment, je ne vois pas du tout l'intérêt dans ce choix-là, mais voilà. C'est moi qui l'ai dit. Potentiellement parce qu'il n'avait pas les droits et qu'il ne pouvait pas raconter exactement l'histoire et éventuellement juste réutiliser les noms. Eh bien, revenons du coup au vrai récit, le vrai de vrai. Et maintenant, notre cher Ar-Pharazôn, devenu roi, règne depuis Arménélos dans un faste inégalé, plein de grandeur et d'orgueil. Il médite des desseins sombres, nourrissant l'idée de soumettre tous les hommes à sa volonté. Informé que Sauron, maître croissant à l'est, s'est proclamé roi des hommes et menace même Numénor, Ar-Pharazôn entre en fureur. Aveuglé par son ambition, il rejette tout conseil des sages et décide de prouver sa suprématie. Il fait construire une immense flotte de guerre, puis vogue vers la Terre du Milieu à la tête d'une armée redoutable. Son arrivée à Umbar terrifie les peuples, et même Sauron, face à une telle puissance, préfère capituler sans combattre. Il se rend volontairement au roi, flattant sa vanité et feignant la soumission. Ça, je l'avais déjà évoqué, mais effectivement, les armées numénoriennes qui sont tellement impressionnantes que Sauron se rend. Oui, mais il se rend aussi parce qu'il sait ce qu'il va tenter de faire. Oui, je pense. Il n'a pas intérêt à aller sur l'affrontement. Il y a les deux. Il y a évidemment Sauron qui sait très bien qu'il va utiliser sa ruse. En fait, il se rend compte qu'il ne peut pas gagner militairement et du coup, il se dit ok, je vais ruser et je vais me laisser capturer. Mais il est dit que Sauron a peur des Numénoriens. Il est dit, ça c'est clairement dit. Presque plus que les elfes. Et les Numénoriens, en fait, grand peuple bénis qui font pour certains plus de 2 mètres de haut, sont connus comme étant des guerriers redoutables, d'où... Désolé de revenir là-dessus et de pour le coup tracher un petit peu la série parce que je sais que dès que parce que c'est la période que la série couvre donc. Mais quand le moment où Galadriel met 3 types en prison avec le petit doigt, même si Galadriel est puissante, est puissante ou alors quand elle apprend pour des rigolos. Quand elle apprend en Numénorien comment se battre avec une épée, ça ne fonctionne pas vraiment parce que normalement ils sont censés être vraiment
en fait, à l'épée, ils égalent Galadriel probablement complètement. Donc, en tout cas, ces passages ne mettent pas du tout ces hommes-là en valeur. Et puis, de toute façon, The sea is always right. Pardon. Quoi? Tu vois pas? Non. Quand il crie The sea is always right. Ah non, j'ai plus. Pour quelqu'un qui n'a pas vraiment regardé la série, tu la connais mieux que Cyril et moi. C'est vrai, je vous ai dit que j'ai regardé pas mal de trucs sur la série. Peut-être pas la série en tant que telle, mais bon. Mais c'est vrai que je ne la critiquerais pas autant si je n'avais pas vu un minimum. C'est vrai que ça j'avais jamais réalisé, mais t'as tout à fait raison. Et puis même, je trouve que. Désolé, là, on se permet. Enfin, moi, je me permets de parler de la série parce que c'est la période qu'il couvre. De toute façon, à mon avis, on vous fera un jour une vraie critique de notre avis en ayant revu la saison 1 et 2. Et on pourra être un petit peu plus juste avec cette œuvre. Mais là, comme on est dans la période du livre que la série couvre. Bien, quand même, la comparaison quand même vaut la peine, puisqu'on l'a fait beaucoup avec les films de Tolkien, donc les films de Jackson, donc voilà, ça se fait. Mais c'est vrai que, je suis désolé, mais la Numénor est censé être le sommet, l'apogée, surtout au moment où on le voit dans la série, puisque c'est le moment où Ar-Pharazôn capture Sauron, où c'est vraiment, ils sont hyper forts, ils sont hyper puissants, ils sont beaucoup plus puissant, beaucoup plus beau, beaucoup plus majestueux que quand on voit le Gondor lors du Troisième Âge. Et pourtant, on voit des Locke, enfin, on voit des gens. Plus, moi, je considère. Alors, Boromir, je trouve. Dans les films, vraiment, il y a quand même une grandeur. Bon, on adore tous Aragorn, on adore tous Faramir, etc. Mais je trouve que les Boromir, Faramir et Aragorn des livres sont encore plus ont encore plus une grandeur innée. Je les imagine vraiment avec une tête en plus à chacun, avec cette espèce de froideur, d'une espèce de bénédiction innée, en fait, parce que je trouve vraiment qu'ils ont ce truc. Même Faramir, beaucoup plus que Faramir dans les films, c'est un peu plus un petit gentil, le frère un peu gentil, alors que dans les livres, ils ont ce truc, quoi. On parle d'Aragorn qui a limite à un moment une flamme au-dessus de lui, donc il y a vraiment tous ces espèces de sainteté innée. C'est ça, ils émanent une certaine sainteté comme Tolkien les décrit. Ça. Et donc moi, c'est cette image que j'ai dans les livres où je dis parfois que j'ai pas toujours les images des films. Il y a des personnages, oui, mais il y a des personnages non, parce que je trouve qu'ils sont suffisamment différents dans les livres pour ne pas vraiment m'imaginer Aragorn de Viggo Mortensen, etc. par exemple. Je les imagine un peu différents. Mais on parle de personnages qui sont, en l'occurrence là, plus ou moins 3000 ans plus tard, avec le déclin de Numénor, etc. Ils sont encore aussi incroyables alors qu'on est 3000 ans après le déclin même de leur race. Et donc, si on doit s'imaginer que ces personnages-là, 3000 ans plus tard, sont aussi illustres, mais que ceux de maintenant doivent l'être encore plus, alors que là, dans la série, ils sont l'ombre même du Faramir des films, quoi. Et puis c'est quoi ce choix de scénario? Là, j'ai déjà parlé de Myriel et du fait qu'ils mettent Myriel au pouvoir à la place d'Ar-Pharazôn, mais bordel, Ar-Pharazôn qui va au Harad choper Sauron, jusqu'à le faire se rendre par crainte d'Ar-Pharazôn. Mais montrez-nous ça. Mais c'est tellement stylé. Montrez-nous ça. Montrez Ar-Pharazôn au sommet de sa gloire. Montrez-nous des Numénoréens qui sont on the verge of falling. Tu vois, vraiment en train de devenir pompés par leur orgueil, mais qui dominent la Terre du Milieu comme des oufs. Montrez-nous ce déclin. Et montrez-nous la création des anneaux, puisque c'était l'objectif de cette série, comme en vrai. Enfin, oui, et puis tu vois, par exemple, quand on les voit à Numénor, et qu'il y a ce gars là qui fait les elfes, machin. Ar-Pharazôn. Oui, non, mais avant il y a un espèce de blacksmith, un forgeron là qui crie parce que Galadriel arrive sur l'île. En fait, ça fait 800 ans qu'ils parlent plus aux elfes et qu'ils sont en mode les elfes on les déteste. Et là il fait un peu il y a une elfe qui arrive, they are taking our jobs, ouais, ou bouh, et ils sont tous là en mode ouais, pas cool. Et je trouve que, enfin, tu vois, en fait, plus ils sont 15 sur la place. Enfin, c'est vraiment cheap. Et quand t'as le discours d'Ar-Pharazôn qui tu sais, parce qu'on le voit là faire un discours en toge là, c'est au milieu de, je suis désolé, moi je trouve que tous les décors, pas les plans larges, mais carton-pâte, on dirait des files d'attente Disney. On dirait qu'on va au Space Mountain. Enfin, on dirait des files d'attente Disney. Alors le pire, c'est les mondes des Hobbits. Ça, c'est vraiment les files d'attente encore pire. C'est terrible. Mais même ce moment sur la place de Numénor, ils sont 15, ils sont en toge. On dirait le magasin de costumes de ta rue. C'est dégueulasse. Ils sont maquillés. On dirait une
on dirait une photo Benetton. Enfin, c'est vraiment, mais vraiment quoi, avec tout le monde qui sont tout beaux, tout propres. Oui, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Quand tu prends les visuels de la ville de Numénor, c'est les seuls trucs pour moi qui fonctionnent relativement. De loin. Mais je trouve que ça, enfin, qui sont beaux. Je vais plutôt dire ça comme ça, qui sont beaux, mais qui ne fonctionnent pas malgré tout. Je pense que tout est fait tout le temps en plein soleil à midi. Enfin, comme s'ils avaient filmé ça entre guillemets à midi. Il n'y a pas ce truc de, il y a pas le cachet, il y a pas un truc couché de soleil où on arrive à rien. Tu vois, quand tu regardes Peter Jackson, pardon. T'as toujours ce truc où t'as l'impression d'être dans un film. Enfin, t'as une ambiance. Et là, c'est tout le temps. Ouais, je sais pas. Moi, je trouve que ça fonctionne pas, quoi. Chaque fois, c'est des effets spéciaux. Alors oui, les artistes ont très bien fait ça, mais il n'y a pas d'âme. Non, il n'y a aucune âme. J'ai l'impression d'être dans un écran d'accueil d'un jeu vidéo. Genre, c'est l'écran d'accueil de Age of Empires, quoi, tu vois. Tout à fait. Je suis trop d'accord. Tu dois cliquer sur solo, multijoueur, tu vois, mais en fait, c'est juste ça et... Trop d'accord. Et alors que quand tu vois Gandalf à Minas Tirith, dans cette toute petite rue, tu vois, mais bondée. Tu crois que ça existe. T'as l'impression d'une densité. Tu vois la dame avec sa fille derrière, qui ont l'air pauvres et ravagés par la vie. Et tu vois. T'y crois, ces personnages? T'as l'impression d'être dans une cité médiévale. Voilà, moi, en tant que réalisateur et en tant que quelqu'un qui s'y connaît un minimum, quand tu vois Peter Jackson qui est là sur le plateau, et en fait, bon, déjà, il y a plein de choses qui rentrent en compte là-dedans. C'est le choix des caméras, c'est comment ils vont étalonner, comment ils vont faire les effets spéciaux, etc. Donc, au niveau technique, il y a déjà tellement, mais il y a aussi le fait que quand tu es comme ça sur un tournage, tu fais OK, t'as tout le monde qui vient voir le réalisateur ou son assistant ou quoi, ou chaque département va avoir leur gérant, etc. Et en fait, c'est à chaque étape se dire ça il faut abîmer, ça la veste du gars, tu prends une pierre, tu prends la veste et tu l'abîmes pour faire que ça plus vieilli. Tu dis là il nous faut plus de personnes, là il nous faut un gars qui titube, là il faut balancer du café sur les murs pour que ça fasse vieillir, etc. Et ça c'est de l'expérience et c'est de l'expérience pour enfin, je suis sûr encore une fois que tous les techniciens de cette série sont très talentueux, mais c'est de l'expérience de la part des showrunners et des réalisateurs de se dire ok, il faut que ça ait l'air crédible, qu'est-ce qu'on fait pour faire ça, et là la crédibilité elle est pas là, quoi. Je crois qu'il y a aussi la prod Amazon qui avait une volonté aussi de faire en fait un truc quand propre. je dis Benetton, c'est vraiment Benetton, enfin désolé. C'est tout le monde, il est gentil, tout le monde est content. On a la cité idéale avec tout le monde en toge, toute propre et on n'y croit pas. Je suis désolé, on n'y croit pas. Et là, quand tu lis ce récit FX, mais c'est tellement plus intéressant, tellement plus grandiose, ça emporte tellement plus de sens profond que cette série. Ah. Ça m'énerve parce que j'ai nuancé sur cette série, sur la saison 2 surtout, mais en relisant, tu te dis, putain, quoi. Ils sont tellement passés à côté. Oui, c'est pour ça qu'on a eu une discussion assez longue l'autre jour en soirée où on parlait justement du moment où il forge les anneaux, et que tu me disais que ce passage-là, oui, juste ça, en tant que tel, fonctionne en tant que série. Moi, je disais je peux comprendre, mais ça ne sauve pas le reste. Ah, non. Un arc ne va pas sauver, surtout que moi, je suis pas d'accord avec plein d'autres éléments de ce passage-là, même si j'ai pas tout vu. Donc, on en reparlera plus en profondeur plus tard. Mais voilà, il y avait plein d'éléments esthétiques et de mise en scène dont j'avais eu vent, avec lequel j'étais pas d'accord. Mais je vous propose de revenir à notre récit, de fermer la parenthèse et potentiellement de vous, pas promettre, mais de revenir là-dessus un jour en profondeur, argument à l'appui. Donc nous étions au passage où donc, notre cher Ar-Pharazôn fait son arrivée à Umbar, terrifie les peuples, et Sauron, du coup, Sauron, en fait, va tout simplement se rendre parce qu'il a trop peur de ces Numénoriens absolument badass, imaginez tous des Arnold Schwarzenegger en puissance qui débarquent et qui veulent vous casser la gueule. Je crois que je me rendrai aussi. Mais derrière donc ces propos mielleux, Sauron poursuit un plan plus insidieux. Tu vois, Julien, on y arrive. Emmené à Numénor comme prisonnier, il gagne peu à peu la confiance du roi jusqu'à devenir son conseiller le plus intime. Rusé et corrupteur, il séduit aussi les autres courtisans, à l'exception d'un seul homme, Amandil, seigneur d'Andúnier, fidèle aux traditions elfiques. Sous l'influence de Sauron, Numénor se transforme. Les fidèles sont traqués, la religion ancienne est tournée en dérision et un culte sombre se répand. Sauron proclame que la vérité maître du monde n'est pas Eru, mais Melkor, seigneur des ténèbres, et persuade Ar-Pharazôn que le statut réside dans le service de ce pouvoir oublié.
Eh ben. Ouais, bah dis donc. Et ça passe. Hein. En gros, ils sont Plus devenus c'est gros, plus satanistes, ça quoi. passe. Mais donc là, on est quand même dans les années 1300. Je retire ce que j'ai dit. On est quand même dans les années 3300 quelque chose. Hein. Donc en 2200, le moment où ils arrêtent de parler l'elfique, et maintenant, il y a quand même des années qui se passent. Et donc, il y a vraiment tous. Après, ils vivent cette 300, 400 ans, hein, ces rois. Donc, C'est ça, oui. Mais toute cette corruption se fait quand même lentement. Elle n'arrive pas en un seul jour. Et on a aussi des grosses étapes, comme en 2200, ils arrêtent de parler elfique. Et c'est seulement aujourd'hui. Oui, c'est ça. On est dans les années 3200. On est à la fin du deuxième âge, quasiment. Et c'est vrai que on est encore à un gros événement, mais ça s'est fait très lentement, quoi. Ça s'est pas fait en une nuit. Donc le roi, fasciné, sombre alors dans l'adoration de Melkor, et sous l'impulsion de Sauron, il fait abattre Nimloth, l'arbre blanc sacré, malgré sa peur de rompre avec la prophétie de Tar Palantir. Mais grâce au courage d'Isildur, petit-fils d'Amandil, un fruit de l'arbre est sauvé in extremis, tandis qu'un rejeton de Nimloth germe dans le secret. Un gigantesque temple à Melkor s'élève dans Armenelos. Des sacrifices sanglants y sont pratiqués, souvent sur de faux prétextes, les fidèles étant les premières victimes. Donc voilà, c'est le fameux moment où ce temple, normalement dédié à Héros. Eru, est maintenant complètement corrompu. Ah ouais, ils en font même des sacrifices humains. Et ouais, il y a d'ailleurs des images assez... Tu parles de corrompus, là, c'est trash, quoi. Ouais. Et on a donc notre cher petit Isildur, première mention qui est faite d'Isildur, frère d'Anarion, fils d'Elendil, petit-fils d'Amandil, et qui va donc en fait, avant même... c'est drôle qu'il ait dit qu'il est abattu, l'arbre, finalement. Oui, ils abattent l'arbre, Ouais. bien sûr. C'est le pouce qui va transmettre. Parce que du coup, voilà, en gros, Isildur, juste avant qu'ils doivent partir, avant la chute de Numénor, va grimper sur là où l'arbre est. Il va passer même par l'extérieur, par les appuis de fenêtres, etc. Va réussir à ne pas se faire voir par les gardes qu'il y a là-bas. Il va réussir à sauver une pousse. Donc malgré leur domination apparente, les Numénoriens sombrent dans le malheur, la mort vient plus vite, sous des formes terrifiantes, les hommes se déchirent, se haïssent et le royaume est empli de peur et de discorde. Pourtant, dans leur aveuglement, ils croient prospérer. Ah bon ? Ils bâtissent des navires de guerre plus grands, des armes plus puissantes et deviennent des conquérants impitoyables en terre du milieu. Et ils y asservissent les peuples, détruisant les forêts et élevant d'immenses tombeaux pour eux-mêmes, oubliant peu à peu l'honneur des anciens rois et l'alliance des Eldar. Ainsi, sous la main de Sauron et l'orgueil d'Ar-Pharazôn, Numénor glisse petit à petit vers la ruine. Et Tolkien nous dit que c'est ainsi qu'Ar-Pharazôn, roi de Numénor, devient le plus grand tyran que le monde ait connu depuis le règne de Morgoth. Ce n'est pas rien, même si, évidemment, c'est bien Sauron qui tire les ficelles derrière, j'en conviens. Mais, tout tyran qu'il est, les années passent, et Ar-Pharazôn commence à sentir le poids de l'âge. Il ressent dans son cœur la mort se rapprocher, et cela l'effraie autant que cela fait grandir en lui une immense rage. Il se sent comme du beurre qu'on aurait étiré sur une tartine trop grande. Il a besoin de vacances, de très longues vacances, et Sauron perçoit que c'est le moment idéal pour lancer la dernière phase de son plan. Il conseille donc au roi de prendre des vacances, effectivement, mais pas sur une quelconque plage, non. Connaissez-vous les plages de sable fin du Valinor, my lord ? Ce serait un endroit magnifique pour une éminence telle que vous. D'autant plus qu'en cette ère, la mort n'existe pas. Je dis ça, je dis rien. Ah là là, c'est Valar qui ment à ce sujet et refuse aux hommes le droit de s'y rendre. Si seulement un être digne et puissant pouvait y aller afin de prendre ce qui lui revient, ce don de l'immortalité réservé au plus grand des êtres. Oh Seigneur, mon roi, vous êtes toujours là, je ne vous avais pas vu. Excusez-moi, je parlais pour moi-même à voix haute. Ar-Pharazôn, vous l'imaginez, il est grisé par ces belles paroles, lui qui sent la fin de sa vie proche, et il médite dès lors sa guerre au Valar afin de s'emparer de l'immortalité qu'il convoite tant. Bien qu'il n'en parle d'abord à personne, Amandil finit par découvrir les intentions du roi, et il en est horrifié. Il sait que les hommes ne peuvent vaincre les Valar, et qu'une telle entreprise conduirait le monde à la ruine. Amandil met alors en garde son fils Elendil de ce qui est sur le point de se produire, et l'informe de ce qu'il va tenter de faire, parce qu'il ne va pas rester les bras croisés. Bien que déjà suspecté de collusion avec les Valar par Pharazôn et Sauron, Amandil va partir en secret pour les terres immortelles afin de quémander la pitié et le pardon pour les hommes et demander de l'aide pour se délivrer de Sauron, l'imposteur. Tel son ancêtre Erendil, il fera ainsi voile pour Valinor dans l'espoir de s'adresser à Manwë lui-même, bravant l'interdit qui avait été formulé aux hommes. Pendant l'accomplissement de cette mission qui devra rester secrète,
Elendil sera chargé de rassembler tout aussi discrètement les siens, fidèles, ainsi que tous les opposants à Sauron et Pharazôn en vue de préparer leur départ pour l'Est, à savoir la Terre du Milieu. Avant de dire adieu à sa maisonnée, voici les derniers mots d'Amandil à son fils. Ne vous mêlez pas de la guerre et restez aux aguets. Je ne peux en dire plus d'ici à ce que je revienne. Mais il y a tout lieu de croire que tu fuiras le pays de l'étoile sans étoile pour te guider, car ce pays est souillé. Tu perdras tout ce qui t'aura été cher, goûtant à la mort dans la vie, et tu chercheras ailleurs une terre d'exil. Il se peut que vous ne me revoyiez jamais, que je ne vous fasse aucun signe comme Erendil en a montré jadis. Mais tenez-vous prêts, car la fin du monde que nous avons connu est bientôt proche. Ces adieux étant faits, Amandil donne à son fils son anneau formé de 2 serpents aux yeux d'émeraude se dévorant l'un l'autre. Oui, il s'agit de l'anneau de Barahir. Comment il lui est arrivé à lui? Ah bien, par ses ancêtres, hein, tout simplement. Ah oui. Et cet anneau de Barahir, il va revenir ainsi à Elendil, son fils, mais il passera ensuite à Isildur, jusqu'à se retrouver bien des années plus tard en possession de notre ranger Aragorn. Attends, essayons de refaire le tracé de cet anneau, ça m'intéresse. Alors, ce que je voulais déjà dire à un moment, c'est que dans l'arbre, enfin les rois en fait de Numénor, il y a un moment où ça bifurque. Et en gros, les rois dans la ligne. Et Elros? Oui, en gros, tous les rois donc, sont évidemment censés être les fils de l'un de l'autre, etc. Et en fait, si on prend toute la lignée, on est censé arriver à Elendil et à Isildur, en fait. Ouais. Ils font partie des descendants d'Elros. Ouais. Mais dans les rois, il y a un moment où ça bifurque et ce n'est pas cette descendance-là qui continue. Je ne sais plus exactement C'est un pourquoi. deuxième fils Ou un cousin, pour X ou Y raison, qui fait qu'on arrive à Myriel, Ah, et, je sais etc. pas, dommage, on n'a pas... Donc, checké ça. c'est pour ça que je rappelle que Elendil, cette famille-là, est bel et bien une famille très très noble, qui, en plus de ça, aurait dû être roi de Numénor, et qui sont bel et bien descendants d'Elros. C'est pour ça qu'on le sait qu'Aragorn est descendant d'Elros, pourtant ils ne sont pas rois. Pourquoi? Oui, c'est parce que tout simplement il y a voilà, un moment où comme je le dis, qui bifurque, et ce n'est pas ce n'est plus cette famille-là qui devient c'est la roi. même famille, mais c'est peut-être genre même juste simplement, c'est pas le... Oui, ils ont pris le deuxième né ou un cousin. Oui, ou alors enfin, tu vois. ils sont en effet un oncle. descendants d'un deuxième né, second sons, comme on dirait dans Game of Thrones. Donc voilà, en effet. Mais attends, intéressant, c'est l'anneau de Barahir, parce que c'est l'anneau de Barahir. Donc c'était l'anneau de Barahir qui appartenait à Barahir, qui lui avait été donné, je crois, par Finrod. Hein. Et ensuite, c'est Beren qui l'a Pour sceller leur alliance, parce que Barahir était venu en aide à Finrod et l'avait sauvé. C'est ça, donc Beren récupère ça sur la main de son père, qui est un orc qui avait coupé. Et ensuite, Beren probablement le transmettra à Dior, son fils, qui lui le transmettra à Elwing, probablement, sa fille. Ça, Elwing qui le passera à ses enfants aussi. Donc à donc Elendil, donc à Elrond, Elros, et puis Elros, exactement, c'est ça. Amandil finit par quitter Numénor de nuit à bord d'un petit navire, direction l'ouest. Malheureusement, cette mission demeurera vaine. À ce jour, personne ne sait ce qu'il est advenu d'Amandil. Aucune nouvelle, aucun signe n'a pu rendre ou présumer de son sort, mais il semble simplement que pareille ambassade ne pouvait sauver les hommes une seconde fois, et que la trahison de Numénor ne pouvait si facilement être absoute. Elendil n'attend cependant pas, et il exécute les recommandations de son père. Sur les côtes est de l'île, il fait embarquer dans plusieurs bateaux ses fidèles, leurs femmes et enfants, les héritages familiaux et une grande quantité de biens, dont des objets familiers d'une grande valeur. 7 pierres offertes par les Eldar, des pierres de vision, des Palantiri. Voilà donc comment ceux-ci rejoindront la Terre du Milieu. Mais Isildur embarque aussi sur son navire le jeune arbre, qui est né du dernier fruit de Nimlot avant sa destruction. C'est ce que FX nous racontait, comment il avait été récupéré ce fruit. Ce jeune arbre n'est donc autre que l'arbre du Gondor qui fleurira à Minas Tirith. Voilà, tout finit par se retrouver, se recoller tous les éléments. Et comme je le disais à Cyril en off récemment, je trouve ça assez incroyable que des éléments qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, que ce soit dans les films ou dans les livres, qui peuvent paraître, quand on n'a pas lu le Silmarillion, relativement anecdotiques, bien qu'on comprend que le symbole est fort, bah ici ça prend une dimension bien plus importante de se dire que cet arbre du Gondor qui est en train de dépérir à la fin vers la fin des livres, mais qui au final va refleurir avec la venue d'Aragorn et la victoire sur Sauron, ce qui pouvait apparaître comme un vieil arbre décrépit, c'est quand même un vestige illustre d'une époque passée et perdue.
Beaucoup d'éléments finalement. Et qui est un lien direct avec le premier arbre de lumière, même si c'est un descendant évidemment, mais on a l'impression de toucher au tout début de l'histoire en voyant cet arbre-là. Et puis l'épée d'Aragorn qui est l'épée de Curufin, un des fils de Fëanor. Il avait été forgé par Telkar auparavant, le nain. Ouais, et puis après son anneau, comme on vient de l'évoquer, enfin, beaucoup de choses comme ça qui sont des artefacts des temps anciens. Un peu comme ta grand-mère. Je te remercie, comme ça on a la référence à mon grand-père et mon grand-mère dans cet épisode, personne n'est jaloux. Pendant ce temps, la météo change à Numénor. Nous aussi, en ce moment, on aurait bien besoin que la météo change. Attends, on va pas se plaindre. Hein. Si, Je me plains, on le fait. Là où la météo avait toujours répondu aux besoins et aux goûts des hommes, de la pluie en saison et en juste mesure, pas comme en Belgique de manière générale, du soleil tantôt chaud, tantôt doux, ce n'est pas le cas non plus pour le moment en Belgique, du vent en suffisance, on en voudrait plus, mais pas trop, désormais, l'air se charge. Le ciel est assombri. Le pays est battu par les pluies, la grêle et des vents violents, de telle sorte qu'un grand navire numénoréen finit par sombrer en mer, chose qui n'était encore jamais arrivée dans toute leur histoire. Et parfois le soir, à l'ouest, lorsque le soleil se couche, un immense nuage à la forme d'un aigle apparaît, portant la foudre et faisant retentir le tonnerre. Les hommes, face à cette vision, sont pour certains saisis d'effroi et se jettent à terre, comprenant que les seigneurs de l'ouest se dressent contre eux, mais d'autres, plus orgueilleux, lèvent le poing et maudissent les Valar, y voyant là une provocation à laquelle ils doivent répondre. Mais les foudres ne se contentent pas de rester à l'horizon. Elles se multiplient et terrassent des hommes dans les collines, prairies et même dans les rues de la cité. Un trait enflammé s'abat même sur le dôme du temple de Melkor, le fendant en deux et l'enflammant, laissant cependant le temple lui-même intact. Au moment de cet impact, Sauron, qui a le goût de la théâtralité, se tient sur le pinacle et défie la foudre. Les hommes témoins de cet événement le prennent alors tout logiquement pour un dieu, parce que c'est bien connu, c'est ce que les dieux font, lever le poing vers le ciel orageux en criant des menaces face aux dieux. Et quand le dernier avertissement des Valar se fait ressentir à Numénor sous la forme d'un tremblement de terre faisant rugir la mer et apparaître de la fumée au sommet du Meneltarma, les hommes n'en tiennent plus compte. Sauron continue de sacrifier des victimes par le feu au cœur de son temple de désolation, tandis qu'Ar-Pharazôn, quant à lui, finit en hâte les derniers préparatifs pour son assaut maritime. En ce temps-là, Tolkien nous dit que la flotte des Numénoréens noircissait la mer à l'ouest du pays, comme un archipel d'un millier d'îles. Leur mât rappelait une forêt sur la crête des montagnes, et leur voile, un ciel chargé de nuées. Leur bannière était de noir et d'or. Donc il avait une flotte de plus d'un millier de navires. C'est assez dingue pour y penser. Suite à une ultime apparition des aigles des Seigneurs de l'Ouest avançant dans un ciel rouge enflammé en formation de combat, le signal est lancé. Numénor a été provoqué pour la dernière fois et est prête à attaquer. Ar-Pharazôn s'embarque sur son navire Alcarondas, le château fort de la mer. Sur son trône, vêtu de sa riche panoplie, sa couronne, il fait hisser son étendard et lever l'ancre. Les trompettes de Numénor retentissent et noient le son du tonnerre au loin. Ainsi s'avance la flotte des Numénoréens contre la menace de l'Ouest, dans un vent faible, mais contrecarré par les nombreuses rames et esclaves à bord de chaque navire, parce qu'ils avaient des esclaves, évidemment. Le soleil disparaît alors, et soudain, un grand silence se fait. Les navires disparaissent à la vue des guetteurs du Havre à mesure qu'ils bravent l'interdit des Valar vers les terres défendues pour arracher aux dieux la vie éternelle. Les bateaux finissent par surgir du grand large et encerclent Avallonné ainsi que l'île de Tol Eressëa. L'embarcation d'Ar-Pharazôn parvient jusqu'à Aman et au dernier moment, figurez-vous que le roi est pris d'un doute. Oh tiens. Et oui, il est pris d'un doute, comme souvent chez Tolkien, il y a cette possibilité de rédemption de revenir en arrière. Et va-t-il le prendre ? Et c'est compréhensible parce que devant ce mur de silence, toujours ce silence très pesant, une grande appréhension s'empare du roi. Les rivages lui apparaissent si indifférents à son arrivée, l'éclat du Taniquetil plus froid que la mort, et toujours ce silence insupportable. Mais ce doute ne dure pas longtemps et son orgueil finit par l'emporter. Ar-Pharazôn quitte son navire, met pied à terre, et il déclare prendre possession de ses terres si personne ne vient les lui disputer. Pendant ce temps, un important régiment de Numénoréens bivouaque autour de Tuna, que les Eldar avaient au préalable fui. Manwë, lui, il est présent sur la montagne, et voyant cela, il fait appel à Ilúvatar, et il se désiste, avec les autres Valar, de la gouvernance d'Arda. Alors, Eru œuvre de sa puissance pour changer la forme du monde. Il ouvre un gouffre gigantesque dans la mer entre Numénor et les terres immortelles.
Ce faisant, les eaux s'y engouffrent et entraînent avec elles tous les navires de la flotte des hommes. Ar-Pharazôn et ses soldats sur la côte se font quant à eux ensevelir sous des rochers tombés de la montagne, et on dit qu'ils demeurent prisonniers là-bas, dans les cavernes des oubliés, jusqu'à la dernière bataille et au jour du jugement. Le pays d'Aman et Eressëa sont déplacés ailleurs, à jamais hors d'atteinte des hommes, tandis que Numénor, Andor, le pays du don, de par sa proximité au gouffre créé par Ilúvatar, disparaît aussi dans les eaux. Dès lors, plus aucun endroit sur Terre ne garde le souvenir d'une époque où le mal était absent. Ilúvatar rabat les grandes mers à l'ouest, la terre du milieu et aussi les terres déserts à l'est, et en fait de nouvelles et de nouveaux océans. Et c'est à ce moment que la Terre devient ronde dans l'univers de Tolkien, car jusque-là, comme le Cyril le rappelait plus tôt dans l'épisode, la Terre était plate. Et pour être plus précis quant à la localisation actuelle de Valinor, eh bien en fait, il faut visualiser la Terre ronde que l'on connaît, et imaginer une ligne droite qui en sortirait comme un immense pont invisible et qui permettrait d'atteindre cette terre promise, en fait, en dehors du monde. Donc, quand Frodon, lui, il prend le bateau à la fin du retour du roi, il va en quelque sorte dans l'espace. Ouais, il s'envole. Ça, en fait, c'est vraiment la mer qui se courbe et Valinor reste au même endroit, mais la mer se courbe et donc, enfin, rond, et donc, en fait, Valinor reste à l'horizon, quoi. Mhm. Donc voilà ce qu'il en est pour Valinor et la flotte des hommes. Mais du côté de Numénor, cela ne va pas en rester là, parce qu'on vous a raconté d'un côté de l'histoire, mais il faut savoir qu'est-ce qui se passe à Numénor pour ceux qui sont encore sur place. Eh bien, depuis 39 jours, les bateaux sont partis. Et au 40e, tiens donc 40 jours, comme la traversée de Jésus dans le désert, c'est étonnant ça, où il va rencontrer le diable. Bien après ces 40 jours, un immense feu jaillit du Ménel Tarma, la terre s'agite, le vent se déchaîne, les collines s'effondrent, et Numénor bascule tout d'un coup dans la mer, avec tous ses enfants, hommes et femmes présents, dont Tarmiriel qui était restée à Numénor. Pas de rédemption pour elle, elle n'a pas droit au salut. Et nous sommes en 3319 du deuxième âge. Exactement. Les jardins, palais, richesses, merveilles, l'art, la sagesse, tout ce qui était à Numénor disparaît alors dans les flots, perdu à jamais. Enfin tout. Non, pas tout. Il y a un être qui ne disparaît pas. Et cet être, c'est Sauron, évidemment. Ce dernier avait jusqu'ici eu très peur du courroux des Valar et du destin imposé par Eru, mais le dénouement de toutes ces machinations avec Numénor a dépassé de loin ses espérances. Il souhaitait ardemment la mort des Numénoriens et la défaite de leur roi. Et au moment où il entend les trompettes de Pharazôn retentir pour signaler l'assaut, Sauron siège dans son temple, fièrement, assis sur son trône. Quel salaud. Et quand la terre tremble, quand la tempête tonne, quand la musique sonne, quand la musique est bonne, Sauron rit, car il sait ce que cela signifie. Les hommes ont échoué. Il a vaincu les Edain, et il est à présent l'être le plus puissant sur la terre. Reste à savoir quoi faire à présent. Mais à peine savoure-t-il sa victoire et il exulte qu'il est surpris. Il est soudainement jeté dans l'abîme, en même temps que toute l'île de Numénor. Cependant, Sauron n'est pas de chair mortelle, et bien qu'il perde à ce moment-là cette forme sous laquelle il avait causé tant de mal et qu'il ne peut plus jamais retrouver, il ne pourra plus jamais retrouver une très belle apparence aux yeux des hommes, son esprit ressurgit des profondeurs de la mer pour s'envoler comme une ombre et revenir en terre du milieu, en Mordor, dans la contrée qui lui sera liée jusqu'à sa défaite totale bien des années plus tard. Là, au Mordor, il retrouve son anneau à Barad-dûr et y demeure pendant qu'il reprend une forme terrible de haine et de malveillance. Rares sont alors ceux qui peuvent désormais regarder dans l'œil de Sauron le terrible. Et par rapport à son anneau d'ailleurs, parce que je vous ai cité cette phrase que Sauron retrouvait son anneau à Barad-dûr. Par rapport à cet anneau, une question demeure pour beaucoup de lecteurs sur ce détail de l'histoire de Sauron. Avait-il son anneau à Numénor lorsqu'il a été tué, ou l'a-t-il laissé à Barad-dûr, et le retrouve-t-il en y revenant sous cette forme spectrale ? Bien, j'ai fait mes recherches. Il n'y a pas de réponse définie de Tolkien à ce sujet. C'est un peu un trou dans le scénario, on va dire. Mais il y a deux hypothèses qui existent, et je vous donnerai ma préférée, et j'ose espérer que vous adhérerez à cette hypothèse par la suite. La première hypothèse, qui est la moins probable, c'est que Sauron, en ayant été capturé par Pharazôn et ses troupes, en étant amené à Numénor, il aurait laissé au préalable son anneau à Barad-dûr. Il aurait pu être gardé par un Nazgûl, par plusieurs, par des hommes. C'est possible, mais c'est très peu probable, car Sauron laissait l'objet dans lequel il place toute sa puissance et qu'il a lui-même forgé pour être laissé au soin même d'un être aussi puissant qu'un Nazgûl. Ce serait très étrange, ce serait très incohérent pour le personnage, et ça ne marcherait pas trop. Surtout que l'anneau va tenter beaucoup de créatures. Ça marcherait bof. La deuxième hypothèse, c'est que Sauron est avec lui,
qu'il meurt à Numénor dans l'abîme avec son anneau, et que son anneau, vu que c'est un objet magique qui est lié au pouvoir de Sauron, il puisse se dématérialiser dans une certaine forme et être aussi sous une forme spectrale au doigt de Sauron et l'accompagner jusqu'à Barad-dûr quand il fait son retour en Terre du Milieu. Ça paraît effectivement un peu plus téléphoné que cet anneau puisse changer de forme. Ouais, Mais on sait déjà que l'anneau peut adapter sa forme pour se mettre Ouais, au mais doigt de c'est son un objet. porteur, donc ça pourrait tenir. Mais c'est un objet, donc ça fonctionne moins bien. Mais je pense que c'est ce qui se tiendrait le mieux en termes de cohérence. J'ai l'impression que ça fait aussi partie des choses comme avec Glorfindel, qu'on théorise aussi que potentiellement Tolkien aurait pas oublié, mais qu'en fait il aurait fait plusieurs versions de plusieurs histoires à des moments différents et qu'à un moment ils se disent maintenant je dois relier ces histoires-là Il y a des fois où c'est pas d'une tout à fait manière ou d'une ensemble. autre, et il semblerait que là Ouais, c'est ça. il y ait une incohérence entre guillemets. Mais quand même, tout ça, je sais pas, ça me donne envie de faire une œuvre cinématographique où, en fait, ouais, non, à la place de vraiment faire un truc épique avec avec Ar-Pharazôn qui sacrifie des humains sur le temple maintenant donné à Morgoth, qui prépare des armées, des flottes immenses de 1000 navires pour aller dominer Valinor. Non, tu sais ce qu'on doit faire. Ouais. Tu sais ce qu'on doit faire. Une scène avec un poulpe géant qui regarde Non, Tarmiriel dans l'eau. On doit peut faire une analogie sur Trump. Oui, peut-être. Et on doit aussi faire. Non, on s'en fout de tout ça. En fait, l'important, c'est les hobbits et Gandalf qui sort Tu veux dire D'une météorite d'ailleurs. météorite, et- Oui, bien sûr. et en fait, il arriverait dans un monde où en fait, t'aurais toute une bande de gars qui ressemblent un peu aux animateurs des files d'attente Disney comme ça, tu vois. Ouais. Mais c'est drôle parce qu'il n'y a rien de ça dans les livres. Hein. C'est pas du tout les bonnes époques. Non, mais Il n'y a tu vois, pas ça- de hobbits, il n'y a que des serait Harfoots encore qui sont plus des hobbits. intéressant, Ouais, je pense. je suis d'accord avec toi. Modifier toute la timeline. Ouais, Ouais. c'est pas mal. Ouais. Ça intéresserait vraiment les gens de voir des hobbits qui vont dans le Ouais. désert avec des Et qui sont pas du tout habillés comme des hobbits. tu avec vois. des branches dans les cheveux. Oui, Tu je vois, vois et- ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Quand même. À l'opposé de ce qu'un hobbit. Vous êtes mauvais. Mais mec, je suis désolé, mais quand tu lis ça, tu te dis, mais non, mais c'est criminel. Je suis désolé, mais cette flotte qui va vers le monde des elfes. Après, Alors, ça, c'est pas tout de non, suite. et je hein, pense, ça arrivera. je pense qu'ils le feront, mais rien que la décadence de Numénor avec des sacrifices humains, en fait, ça, enfin, pourquoi? Je sais même pas les mots c'est là. pas plus tard maintenant. C'est pas dans la saison 3 qu'il devrait y avoir Non, ça. peut-être pas encore. Ils vont garder ça pour la fin pour Est-ce nous que tenir Numénor en haleine. a déjà où c'était des visions ils ont des Mais visions. comment? J'en sais rien, mais c'est naze. En fait, commencer par ça, parce que là, tout ce qu'ils nous ont montré jusqu'ici, à part la création de l'anneau, tout est naze, quoi. La saison 1 sert à rien. Enfin, désolé, alors que t'as tellement de matière. Ah, ça me fait tellement mal, c'est tellement stylé en vrai. Et du coup, attends, ça quand même, il faut s'arrêter 2-3 secondes dessus. Ilúvatar qui agit. Est-ce que Manwë, il fait refaçonne pas le un monde énorme, entier. Ouais. Fuck it et il se barre. Manwë, il fait pas En fait, vraiment il- juste en mode bon bah. Bah, en fait, C'est pour ça que il rend Valinor sa a- suzeraineté c'est à. ça, c'est pour ça que Valinor est à mise Ilúvatar. en dehors du monde des hommes et des elfes. Il dit j'arrive plus à gérer là. En fait, Dieu. j'abandonne quoi, je démissionne là. Il arrache quitte. Complètement. Il est là en train de regarder Ar-Pharazôn et il fait qu'est-ce que c'est que ça? Il voit un cheveu blanc, il le retire et il fait OK, moi je suis out, I'm fini, out. héros, j'arrête, Ouais. j'abandonne tout, non, la mort. Et donc la colère divine qui s'abat. Franchement, Ah oui, en là, le détruisant. Lui, là, il a pas même hésité, les enfants, genre, il y a pas de rescapé. Moment important quand même dans l'histoire. C'est fou parce que on a fait toute l'histoire du premier âge en je sais pas combien d'épisodes et combien d'heures de Et podcast. Numénor en un petit épisode. Et là, en fait, on est en train de faire tout le deuxième âge, presque. Oui, parce qu'il y a beaucoup de. Là, on parle. Bah, en fait, on se réfère au livre. Hein, dans cette partie-ci, on parle bien de la chute de Numénor. Et donc, on se focalise évidemment sur toute cette partie. Mais il y a énormément de choses qui se passent en Terre du Milieu. Hein. Là, pour le coup, il y a certaines choses dans la série qui sont plus ou moins vraies, même si c'est Mériel qui part au combat, ça n'a pas vraiment de sens, mais soit. Mais il va y avoir des guerres en fait contre. Il y a plein de guerres en Terre Ouais. du Milieu hein, contre Sauron, le roi etc., sorcier Langmar, etc. Donc, où les Núménoriens vont venir aider, et notamment Gil-galad qui va beaucoup se battre avec son capitaine que vous connaissez, j'ai nommé Elrond. Donc voilà, tout ça n'est pas dans la version du Silmarillion parce qu'on sait bien, on parle bien de la chute de Numénor, mais à cette période-ci, il se passe beaucoup d'autres choses en Terre du Oui, Milieu. oui. Il y a des écrits. En fait, le deuxième âge, c'est quand même un âge moins développé par Tolkien que le premier et le troisième. En gros, parce que le troisième âge, on a quand même, on a le Seigneur des Anneaux, quoi. En gros, on a des récits quand même assez énormes dessus. Mais le premier âge, on a tout le Silmarillion presque.
Et puis le deuxième âge, c'est un peu plus succinct, mais vous pouvez retrouver encore, je le dis, dans les Contes et légendes inachevées, quelques récits en plus. Je pense que dans l'histoire de la Terre du Milieu, il y a encore des trucs en plus, évidemment. Voilà. Et pour en revenir à ce désastre cataclysmique qui frappe Numénor, soyez rassurés, tout le monde n'est quand même pas mort. Certains parviennent à s'en échapper, encore heureux, sinon l'histoire aurait presque pu s'arrêter là. Évidemment, Elendil, ses fils Isildur et Anarion, ainsi que leurs suivants à bord de 9 navires. Au départ de Pharazôn pour Valinor, Elendil avait refusé l'injonction du roi appelant au ralliement. Repoussant les sbires de Sauron venus l'embarquer, il avait levé l'ancre et attendu avec sa petite flotte au large des côtes, attendant le retour de son père, un signe, quelque chose qui lui indiquerait quand faire voile vers l'est. La tempête a d'ailleurs bien failli les emporter tous, mais bien que déchiré par la vision de son île natale détruite et la mort de ses semblables, sans parler de l'absence de son père, Elendil parvient avec les siens à atteindre les côtes de la Terre du Milieu. Ils s'y établissent, et bien que leur savoir et sagesse ne soient que de faibles échos de la splendeur de Numénor avant la venue de Sauron, ils impressionnent les sauvages qui peuplent ces terres. Et leurs traditions et actes auront leur importance dans le nouvel âge qui s'ouvre, surtout dans leur lutte contre Sauron qui ne fait que commencer. Parmi les exilés et leurs descendants, les Dunédains, nombreux croient que le sommet du Menel Tarma, le pilier des cieux du Numénor, donc le haut de cette montagne sacrée, beaucoup croient que ce haut de cette montagne, bien qu'il n'est pas totalement englouti, mais qu'il a ressurgi des vagues, tel un îlot solitaire perdu au milieu de la mer, car il s'agirait d'un lieu saint, non profané par Sauron. Le cœur des descendants d'Erendil et des Dunédains reste fort tourné vers l'ouest, et bien qu'ils savent au fond d'eux que le monde a changé, ils croient que même les hommes mortels, s'ils trouvent grâce, peuvent arriver à voir d'autres temps que celui que leur existence corporelle et échapper aux ombres de leur monde et à l'exil. Leur hantise de la mort les a malheureusement suivis, et de grands marins parcourent l'immensité des océans afin de tenter de ne serait-ce qu'apercevoir ce vestige de leur histoire, dans l'espoir de se voir offrir une vision du passé. Mais jamais ils ne la trouvent. Tout ce qu'ils découvrent, ce sont de nouvelles terres, de nouvelles îles, et ils ne font que revenir à leur point de départ en décrivant des cercles autour de la Terre, car désormais, tous les chemins sont fléchis, la Terre est devenue ronde. Par ces voyages, leur érudition et leur observation des astres, les rois des hommes savent désormais que le monde est rond. Mais il est toujours permis aux Eldar de partir pour l'Ouest ancien s'ils le désirent, et les plus sages des hommes savent qu'il existe une voie droite pour ceux qui ont la permission d'y accéder. Des contes et des échos se répandent le long des rivages à propos des marins et d'hommes perdus en mer qui, par quelque grâce ou faveur des Valar, se seraient engagés sur la voie droite et auraient vu la face du monde se dérober sous eux pour atteindre les quais éclairés des lampes d'Avaloné, les dernières plages sur les confins d'Aman, ou enfin, ils pourraient contempler la terrible et belle montagne blanche de Valinor avant de mourir en paix. Je crois que Elon Musk a lancé un projet qui s'appelle Valinor Project pour essayer The Straight Path. The Straight Path pour essayer de trouver Valinor, les terres immortelles. Ouais, j'ai participé au développement au Kiss Bang Bang, en espérant qu'il trouve en effet. Non mais voilà, donc potentiellement on dit qu'il y aurait ce petit bout de terre, ce petit bout du haut de la montagne, comment elle s'appelle encore? Menel Tarma. Menel Tarma qui serait là, et aussi la fameuse île Tol Morwen, où il y aurait la tombe de Túrin. Est-ce que ce serait pas l'île de Pâques? On se demandait qu'est-ce que c'était que ces statues. Ça peut avoir du sens. Voilà. Il y a un moment où ils disent qu'ils coupent tous les arbres, je pense, pour faire tous les bateaux, etc. C'est dans ma partie qu'il ait dit ça, mais j'ai l'impression qu'il y avait aussi une ou deux références potentiellement à ça, un peu une île qui est allée au bout de ses ressources, mais bon, je pense que c'est un peu aller voir trop loin. Mais... Écoutez, voilà, on a fini, c'est ça? C'est ainsi que ça finit la Calabette, en tout cas, oui, c'est la fin de Numénor. Histoire assez succincte finalement sur l'histoire de Numénor. Oui, comme on le dit, il se passe énormément de choses en Terre du Milieu en parallèle, mais ici on est vraiment axé sur l'île. Oui, mais c'est ça, c'est maintenant, c'est tout cet événement qui va donner, maintenant la suite vous la connaissez, c'est-à-dire qui va faire venir les Dunédains et des descendants numénoréens en
Terre du Milieu. Créer Arnor, Gondor, Exactement. et là tout de suite c'est plus familier. D'abord la première chute de Sauron avec la guerre. Et on est dans les affrontements. Bah, écoutez, je vais vous faire un petit récapitulatif. Mais vas-y, le petit, c'est le moment du Alors, récap donc de la FX. chute de Numénor, dont on va vous faire tout le récit, arrive pour la finalité en 3319. Et donc nous avons bien dit que nos chers Elendil, Isildur et Anarion vont partir du coup vers l'est, vers la Terre du Milieu, où ils vont aller créer en 3320 Arnor et le Gondor. Entre les années 20 et les années 99, il y a la naissance de plein de fils d'Anarion et d'Isildur, etc. Et en 3429, donc quand même un peu plus tard, c'est Sauron qui va prendre Minas Ithil. Minas Ithil qui était donc l'une des deux capitales du Gondor et qui était notamment gérée par Isildur lui-même. Et qui va devenir donc Minas Morgul. Ah mais ça on connaît, vous connaissez on là, connaît tout tout devient ça, clair. Ouais, vous oui, imaginez, on joint tous les bouts. Mais tu nous fais déjà l'épisode suivant en fait, FX. Ça porte sur les anneaux, l'épisode suivant. Oh, pas que, sur les affrontements avec Sauron également. Ouais, c'est vrai, le troisième âge. Déjà en train de vendre la mèche. Oui, mais là je termine le deuxième âge du coup. Donc là nous sommes en donc Minas Ithil qui est pris en 3429, donc plus ou moins 200 ans après la fin de Numénor. Donc Isildur, etc. ont 200 ans pour. Oui. Enfin, ça fait déjà 200 ans qu'ils font perdurer le royaume d'Arnor et du Gondor. En 3430, la dernière alliance est formée. En 31, elle va marcher vers Imladris. En 3434, elle marche enfin vers le Mordor pour la bataille du Dagorlad avec le siège de Barad-dûr. Qu'on voit au début du film des Seigneurs des Anneaux, tout simplement. Qui va durer plusieurs années avec notamment la mort d'Anarion 6 ans plus tard. Et ensuite, en 3441, on y arrive, la mort d'Ereinion Gil-galad de Elendil, ainsi que la défaite de Sauron, et Isildur prendra donc l'anneau. Ça vous connaissez, car la suite is history, comme on dit, mais on arrive en effet dans le troisième âge et dans les récits de l'anneau. Donc on a quand même 220 ans qui se passent entre tout ça, entre la fin de Numénor et la fin enfin de Sauron sous cette forme-là en tout cas. On a beaucoup parlé de comment on imaginerait adapter le Silmarillion en film lors des batailles, et je trouve que ce petit extrait qu'on a, c'est plus vraiment, c'est déjà beaucoup moins grand que ce qu'on a normalement dans le Silmarillion, mais ce petit extrait qu'on a de la bataille finale contre Sauron avec Elendil et Isildur au début des films de Jackson, au début de la Communauté de l'Anneau, je trouve, nous donne un petit aperçu de ce que ça pourrait être, quoi, avec toutes ces armées sur ces montagnes. Avec rempli d'orques, ces énormes armées elfiques qui s'approchent. Donc techniquement, avec les technologies actuelles, parce qu'il faut se rappeler que le Seigneur des Anneaux a été l'un des précurseurs au niveau de ces technologies-là, c'est carrément eux qui ont inventé des programmes d'ordinateur pour pouvoir mettre à l'écran autant d'armées et générer des foules. C'est vraiment eux qui ont inventé ces technologies-là. Donc il est évident qu'avec donc c'est pour ça aussi que c'était révolutionnaire de voir ça à l'époque, mais de se dire qu'avec les avancées qu'on a fait aujourd'hui, voir ces armées-là à l'écran serait d'autant plus facile. Et c'est vrai que ce serait intéressant. On pourra rêver là-dessus en se remémorant ce chapitre par la suite. En tout cas, un chapitre plein de profondeur. Hein. Je trouve que pour moi, cette histoire, c'est quand même... il y a évidemment beaucoup de profondeur philosophique dans les écrits du Premier Âge et de la Quenta Silmarillion, mais je trouve que ce chapitre-là, évidemment, de par le fait qu'il l'a écrit, qu'il a écrit cette histoire avec ce défi avec C.S. Lewis, et donc il avait vraiment l'intention de faire un truc sur le voyage dans le temps. Elle transporte, je sais pas, l'histoire de la périclitation d'un peuple, des histoires de désir de gloire, et puis d'orgueil, et puis de chute. Et je trouve que comme en fait ça parle aussi d'humain, moi je m'y raccroche plus facilement. J'y vois un sens plus grand. Il y a beaucoup de personnages dedans, comme Aldarion qu'on n'a pas évoqué ici, mais qu'on trouve dans les Contes et légendes inachevées, qui abordent à chaque fois en fait sur un roi un thème particulier, le délaissement de la famille. On a même le récit d'Erendis, sa femme, qui est en fait le récit d'une femme abandonnée par son mari, qui doit gérer sa vie en fait où elle est laissée à la maison complètement délaissée, sa fille Encalimée qui deviendra reine, qui devra affronter aussi tous ces problèmes là, qui décidera d'avoir une cour seulement féminine, enfin il y a beaucoup en fait des thèmes comme ça parle de mort, hein, donc ça parle de quelque chose un peu plus tangible en effet que de parler d'elfes qui
C'est ça. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que ça nous touche plus, je pense aussi. C'est parce que ça parle Très enfin bon point, de la ouais. peur de la mort. Et vu qu'on était dans les récits des elfes dans l'entièreté du Conte Silmarillion, fatalement, c'était des choses qui avaient été parsemées par-ci par-là quand on a rencontré les hommes, mais qui étaient assez distantes et qui n'étaient pas aussi pesantes. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est un très bon point. Tout à fait. Bon, eh bien, dans l'atmosphère pesante de cette journée lourde de chaleur, je pense que ceux qui nous voient à l'écran peuvent attester de la brillance de nos fronts. Aïe. Mais du coup, voilà, en tout cas, c'est l'avant-dernier épisode de ce podcast sur le Silmarillion. On arrive au bout. Et voilà, normalement nous sommes en fin septembre, c'est ça si je ne m'abuse. Tout à fait. Ah, t'as trouvé enfin. C'est Julien qui nous a donné l'information tout à l'heure. Et il nous reste un épisode à faire où on va d'ailleurs revenir sur nos premiers amours, revenir sur la création des anneaux. La création des anneaux, enfin plutôt là, oui, là, tout ce qui Le est lien sera fait. Et on aura fait le, La on aura boucle fait le sera tour, bouclée. la boucle sera bouclée. Je ne vais pas vous vendre trop de choses, mais j'espère que nous pourrons avoir des surprises pour cet épisode. J'espère que nous pourrons faire un beau gros longs épisodes de fin, parler de plein de sujets. Ce sera l'occasion. Donc voilà. Et c'est pour ça aussi, encore une fois qu'on reporte les questions, on a décidé à force de report de vraiment garder tout ça pour la fin, voire même pour un épisode bonus, mais ça ce n'est pas encore décidé, éclairé. Mais en tout cas, on prendra le temps dans cet épisode, je crois, d'aborder plein de sujets et de vraiment discuter autour de cette œuvre qu'on a traversée, qui est quand même monumentale, qui est un sacré défi, et on l'aura fait, et donc ce sera l'occasion de vraiment se poser et de parler, de répondre à certaines questions, de parler de certains sujets. Et voilà, pour votre plus grand plaisir, on l'espère. On vous tiendra au courant à ce moment-là de ce qu'on fera pour la suite. On a plein d'idées, etc. Mais voilà, en tout cas, on en parlera dans cet épisode-là. Voilà, vous verrez bien, merde, vous verrez bien. Voilà. Sur ce, je pense qu'on peut mettre un terme à cet épisode chaud. Ouais. Chaud comme chaud et comme long. le volcan de Numénor et voilà, comme d'habitude évidemment vous savez que vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes, liker, partager, etc. Nous supporter sur Tipeee si ça vous dit évidemment, parce que ça nous aide à tenir le podcast vivant et voilà, je vais vous dire un grand merci et au mois prochain. Salut à tous. Merci, à bientôt.